Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Ces deux-là podcast. Donc, je me présente moi-même, Joël, et mon collaborateur Raoul, avec qui on fait ce podcast sur le sport, les habitudes de vie en lien avec l'activité physique et les passions. Aujourd'hui, on est super heureux d'avoir un invité avec nous. Vous allez apprendre à le découvrir au courant des prochaines minutes. Oui, c'est un coureur d'endurance, mais c'est beaucoup plus que ça. Donc, on souhaite la bienvenue à Nicolas Dan. Bonjour. Merci de me recevoir. Bonjour. Bonjour. Ben, merci à toi, en fait, d'avoir accepté l'invitation. D'emblée, avant d'aller un petit peu plus sur différents sujets en lien avec notre podcast aujourd'hui, on demande à tous nos invités les 3 mêmes questions pour apprendre à les découvrir. Donc, en premier lieu, en quelques mots, qui tu es, si tu as à te décrire, qu'est-ce que tu fais dans la vie et qu'est-ce qui te passionne? Donc, je suis Nico. Je suis un coureur de trail, surtout. Un peu de route, un peu de trail. Ça fait 8 ans que je suis au Québec. Je suis arrivé de France en 2017. Puis ma première job, c'était travailler avec Raoul au Lululemon. back in the days. Shout out. Donc, c'est ça. Donc, après, je travaille pour On. Donc, je suis responsable technique. Puis, je fais aussi du marketing, du communautaire. Donc, je touche un petit peu à tout. Je fais des formations en boutique. Je crée des événements. Tout ce qui est partenariat avec des courses. Puis aussi, Ça fait combien de temps? Ça fera 5 ans en juillet. OK. Déjà. Wow. Ça fait beaucoup. Ouais. Puis tes passions, c'est en lien avec ton travail et la course ou t'as d'autres petites passions qu'on sait pas encore? J'ai d'autres passions dans la vie. Mais je vais beaucoup à des concerts, des shows, j'adore ça. Je lis beaucoup de livres. Je voyage beaucoup. Ça touche pas mal à ça. Puis la lecture, c'est en lien avec tous les sujets ou t'as un style particulier? J'adore les policiers. Romans policiers, un peu psychologiques, là. Okay. J'aime vraiment ça, ouais. Cool. Très intéressant. Puis là, je suis quand même curieuse parce que justement, moi, je te connais aussi depuis quelques années. Fait que tu étais déjà avec On à ce moment-là. Mais ton parcours, sinon, mettons, au niveau plus professionnel, est-ce que tu as étudié en marketing? Ou une autre branche commune? Qu'est-ce que tu as fait avant? Avant, j'étais nounou. C'est vrai? Un peu une blague, mais j'ai été nounou aux États-Unis pendant 2 ans. Okay. J'ai gardé des enfants, mais j'ai aussi une maîtrise en marketing du sport. Ah, voilà. Donc, mais quand je suis arrivé ici, je travaillais chez Lululemon. Après ça, j'ai bifurqué, je travaillais à la Maison de la Course, dans une boutique pendant 2 ans et demi. Puis après ça, j'étais responsable des réseaux sociaux et ambassadeur de chez NAC. D'accord. Pendant 1 an et demi. Puis après ça, je suis parti chez On. Mais de ce que je comprends, tu as encore un partenariat avec NAC qui te fournissent pour ton alimentation dans des courses, j'imagine. Oui, exact. Puis tu sais, on a super belle relation, genre même test de produits. Quand moi, je fais des événements, tu sais, souvent, c'est eux qui viennent avec moi aussi. Donc, super bonne relation avec eux. Excellent. Je suis curieux de savoir, tu viens juste de mentionner, je ne savais pas au fait que tu étais diplômé en marketing du sport. Puis j'étais curieux par le du sport, comme c'est quoi cette spécialisation-là là, dans le marketing? Qu'est-ce que ça l'apporte, de moi, plus? Ça va être surtout toucher tout ce qui était partenariat événementiel. Mais la dernière année de ma maîtrise, j'ai fait un stage dans une compagnie de marketing sportif, puis c'était beaucoup basé sur les datas. Donc l'utilisation des datas dans le sport. Donc ça, c'était quand même en 2015. Donc, c'était quand même genre super niché. À ce moment-là, c'était pas très, très, très utilisé les datas, là, à part dans alors qu'aujourd'hui, on dirait qu'on ne parle que de ça. Mais à l'époque, je faisais ma job, c'était j'aidais les marques à avoir des ambassadeurs de marque en utilisant les réseaux sociaux, les statistiques des réseaux sociaux. Donc, genre, j'avais aidé BMW genre, à avoir leur équipe d'ambassadeurs pour les Jeux Olympiques de Rio 2016 en utilisant les datas, etc., des réseaux sociaux, là. Donc, c'était quand même intéressant, mais à l'époque, maintenant, on le voit l'utilisation, puis c'est absolument débile à quel point ça prend une ampleur. En 2015, on n'avait pas tant d'outils pour faire ces trucs-là. Là. Donc, moi, j'étais genre 10 heures par jour dans des Excel, puis maintenant, c'est plus du tout ça. Là. C'est quoi les datas, dans le fond, que tu regardes pour te dire, OK, ça, c'est des bons candidats, là? Bah, tu sais, c'est comme les datas que maintenant, je dirais, les compagnies utilisent, là, les interactions, les likes, mais tu sais, il fallait beaucoup être plus poussé sur ces marques-là. C'était même aller genre sur les profils des athlètes, mais c'était aussi genre scruter
est-ce que lui avait eu des mauvaises réputations dans le passé, etc. C'était vraiment un gros travail de SAP. Ce truc-là, ça m'avait pris peut-être 3 mois à travailler juste sur ce projet-là pour pouvoir monter l'équipe d'ambassadeurs. Puis à la fin, j'ai eu 5 gars, mais c'était quand même assez... c'était quand même cool. Mais maintenant, tu vois que l'ampleur que ça a pris les datas, t'es genre... on est très, très loin. Très, très loin. Ah ouais, fait que t'es comme un genre de pionnier, là, dans... non, j'irai pas jusque-là, quand même. dans la matière. Wow, OK, fait que quand même un gros passé en lien avec le sport et le marketing. Ouais. Super intéressant. Puis toi, mettons, ta passion pour le sport, pour ce qu'aujourd'hui on sait, c'est beaucoup au niveau de la course à pied, mais est-ce que ça a toujours été ça? Puis quand est-ce que ça a commencé? Mais je te dirais que non, ça n'a pas toujours été la course à pied du tout. Même quand j'étais petit, j'haïssais ça. Tu sais, les crosses du collège, là, j'aimais pas trop ça. On était dans la boîte, puis... ouais, c'était Ça, c'est très sarcastique par rapport à aujourd'hui. Ouais. Puis tu sais, faire des intervalles, genre des 10 fois 30 secondes, on en faisait au soccer. Parce que j'ai joué au soccer pendant 20 ans, tu sais. OK. Mais dès qu'on faisait les séances d'intervalles, j'haïssais ça. Là. On peut pas faire juste des tirs et des passes. Là. Mais ça a commencé, je te dirais... j'ai vécu aux États-Unis en tant que nounou. Donc, tu sais, je courais un petit peu quand je me préparais au soccer, tu sais. Mais je faisais genre des 45 minutes, 50 minutes, mais jamais plus. Et quand j'ai déménagé aux États, il y avait le marathon de Philadelphie. Puis j'avais beaucoup de temps dans la journée, tu sais. L'enfant que je m'occupais, il avait 13 ans. Donc, je l'amenais à l'école. Puis entre 8h et 13h, j'avais rien. Ah ouais. Puis j'avais 2 fois l'école la semaine des 2 heures. Donc, je faisais absolument rien. Donc, ce que je faisais, j'allais au gym, je courais. Donc, j'essayais des trucs. Puis, je me suis inscrit au marathon de Philadelphie. J'ai jamais fait de demi-marathon, jamais fait de 10 km. Et 2 semaines avant le marathon, je me suis brisé la rotule en jouant au soccer. Donc, je n'ai pas fait ce marathon-là. D'accord. Ouais. Et en fait, quand j'ai déménagé en Californie la 2e année pour m'occuper de jumeaux de 6 ans, là, j'ai fait mon premier trail. Et c'est là que j'ai commencé, genre, à avoir des trucs plus structurés, etc. Trail, quelle distance? C'était à 20 kilos. OK, puis t'avais quel âge à ce moment-là? C'était en 2013. OK. Donc, j'avais 25 ans. Mi-vingtaine. 25 ans. Ouais, OK, mi-vingtaine. Premier trail autour de 20 km. Puis là, tu sais, je revois mon style, là. Je revois ma photo, là. C'était absolument n'importe quoi, là. Je courais avec des chaussures de route, puis c'était incroyable. Mais j'ai pris la piqûre. J'ai vraiment aimé ça, l'aspect genre montée, descente, super bien. Et là, je rentre en 2014 en France et je voulais plus jouer au soccer, en fait, parce que j'avais tellement peur des impacts sur le genou que mon physio m'avait dit, quand tu disloques la rotule, t'as de très grandes chances qu'elle redisloque à un moment donné. Absolument. Donc, j'ai fait un entraînement, puis j'avais tellement peur du contact que j'ai dit j'arrête. Donc, j'ai commencé à courir, mais je faisais quand même arbitre de soccer on the side. Parce que je voulais rester dans le jeu, parce que j'aime vraiment, vraiment ça. Mais j'ai commencé à faire du trail, mais du longue distance tout de suite. Donc déjà, c'est pas ce qu'il faut faire. On sait très bien qu'il faut pas sauter les distances. Mais j'ai fait un 62 km tout de suite sous l'influence de mon frère. Mon frère, il a dit « Hey, je m'inscris à ce truc-là, est-ce que tu veux le faire ?» Je suis genre « J'ai jamais couru de marathon. » Ton frère plus vieux, plus jeune? Ouais. Plus vieux, puis il se fait que c'est ça. Je fais ma préparation, pas trop suivi de plan, je suis allé un peu au feeling. Puis ça s'est bien passé. Puis après ça, la piqûre a été prise. C'est l'année d'après, j'ai fait celui-là, je l'ai refait. Puis après ça, je fais ma première course de montagne au Mont Blanc. Les 90 du Mont Blanc à l'époque. J'ai jamais été en montagne de ma vie. Puis ma plus grosse butte, c'était une butte de 80 mètres dans le Pas-de-Calais, parce que j'habite au Pas-de-Calais. Puis je suis arrivé au Mont Blanc, puis c'était 90 kilos et 7000 mètres de dénivelé. Donc c'est genre une des courses les plus dures d'Europe en termes de ratio. Wow. Mais moi, j'avais aucune espèce d'idée. Donc après ça, des fois, c'est presque mieux psychologiquement de pas savoir, là, parce que des fois, avec notre tête d'humain, là, on s'imagine le pire là, quand on sait comme qu'est-ce qui nous attend, alors que là, toi, t'es allé là, c'est juste une plus longue distance. Puis je peux te dire qu'après ça, je me suis dit tout de suite, là, je lisais beaucoup de livres à l'époque déjà sur le trail, puis j'avais vu dans un livre genre qui disait faut respecter la montagne, etc. Ce jour-là, je l'ai compris, tu sais, j'étais genre ouais, faut quand même la respecter et faire ses devoirs avant d'y aller parce que ça fait mal, ça fait très très mal. Puis c'est ça après quand je suis arrivé ici en 2017, j'ai rencontré beaucoup de monde dans la course à pied, puis j'ai fait des belles rencontres, puis à partir de là, pour vrai, ça a juste genre vraiment éclaté, puis je faisais juste ça là. Puis ouais, je prends beaucoup de plaisir. OK. Fait que quand même, tu t'es rapidement défini comme coureur de trail. T'as un peu touché à la route aussi. Ouais. Mettons, c'est quoi ta plus courte distance et ta plus longue? Plus courte, je pense même pas que j'ai fait un 5 kilos.
Non, je pense pas. Officiel, non. Officiel, non. J'ai pas fait 5 kilos. OK. 10 kilos officiel au Québec. J'en ai pas fait officiel. Le demi, c'est la plus petite distance officielle que j'ai faite. J'ai jamais fait de 10 et de 5. OK. Et la plus longue, c'est le Tour des Géants. C'était Mhm. 380. Ouais. Back in the days. 380 Quelques km. années. Ouais. Aïe, aïe. OK. Ouais. Mais j'aime bien que tu parles du Tour des Géants là, parce que je pense on s'est croisés beaucoup là, depuis, dans le fond, depuis qu'on se connaît, là, de Lululemon, tout ça. Là. Mais je pense officiellement, là, nous, on avait un projet là, comme d'entraînement sur piste, puis on t'avait invité à participer là, à un entraînement là, qu'on a fait là, ensemble. Là. Puis comme à cet entraînement-là, t'étais le plus rapide là, de nous trois, là, tu sais. Fait que t'es quand même, tu sais, comme on dire, si t'avais une passion, on dire, pour la piste, tu pourrais, je dirais, facilement faire comme, tu sais, la vitesse si tu voudrais, là, comme t'as ça en toi, là, mais toi, tu t'intéresses aux montagnes. Puis à ce moment-là, tu t'entraînais pour le Tour des Géants, là, c'était comme dans quelques mois. Là. Ouais. Puis je sais pas si tu peux nous en parler, là, on dirait des derniers 4 ans. Là. Je pense que tu as fait le Tour des Géants, puis tu as fait aussi comme un autre grande course là, internationale. Ouais. Ça, le Tour, c'était pendant la pandémie, donc ça reste que c'était il y a longtemps. On a l'impression que c'était... Je suis pas sûre, mais je pense que j'approcherais un petit peu ton micro baisse proche. Attends, c'est tu bien. Tract. Mais toi, juste approche-toi. Ah, je vais m'approcher, ouais. Ça va être mieux. Ouais. Parfait. Mais ouais, le Tour, c'était 2021. Mm-hmm. C'est pendant la pandémie. Donc ça, c'était un peu particulier comme course parce que on allait en Italie faire la course, mais c'était pas genre... C'était un peu un monde à part, je te dirais, là, parce que t'avais pas... D'habitude, il y a toujours un ratio d'Italiens et du reste du monde, puis là, on était beaucoup plus du reste du monde qu'Italiens. C'est quand même assez bizarre. Mais ça reste une course, genre, je te dirais, charnière dans ma vie de coureur. J'ai tellement vu les choses différemment après cette course-là, parce que elle te détruit, mais elle te construit en même temps. Moi, c'est ce que j'ai compris après. Ça m'a appris énormément de choses, surtout sur l'aspect résilience, là, parce qu'on est dans un petit cocon dans la vie de tous les jours maintenant. On est très dans le confort. Hein. Maintenant, on peut commander de la bouffe avec son doigt, etc. Là. Quand tu es dans la montagne pendant 6 jours, là, tu peux pas tant avoir du confort. Là. Donc, ça m'a vraiment beaucoup appris. Puis ça a aussi posé des jalons de confiance sur le reste après. T'sais. Parce que j'avais toujours cette barre-là de me dire hey, j'ai fait le Tour. Je peux quand même absolument tout faire ce que je veux après. Parce que ça a quand même été tellement dur physiquement. Mm-hmm. Mais ça m'a pris 1 an et demi à réaimer la course après. Wow. Ça a été... Puis c'était un processus de le savoir. Les 6 mois après, j'avais jamais envie de mettre mes chaussures. Genre, mes chaussures, je les voyais, puis je travaillais dans la course. Donc ça, c'était un peu... C'était tiraillant de temps en temps. Mais a posteriori, après ça, l'année d'après, j'ai fait 2 courses. J'ai fait le Gaspésia 110 et Bromont 160. Uh-huh. Et quand j'ai revu ça à la fin de cette année-là, 2022, je me suis dit, en fait, j'ai pas eu de plaisir du tout. Parce que je l'ai juste fait parce que le monde te voit comme une identité de coureur. Mm-hmm. Donc, ils te disent, hey, on s'attend à ce qu'il court, à ce qu'il fasse des affaires. Donc, je les ai faites, mais je les ai pas faites, je pense, pour la bonne affaire. Ouais, ça, on n'en parle pas assez souvent. Ça, comment, effectivement, comme, des fois, trop, c'est pas assez. Puis que t'es pas le seul. Je pense que c'était Johan Rock qui avait aussi fait un genre de burn-out de son sport, mais pas parce que tu tombes en surentraînement, mais juste, c'est ça, t'es allé chercher quelque chose de tellement extrême puis gros que ça te donne plus envie après. Puis aussi, ça, je trouvais ça intéressant ce que tu dis, on te donne une entité de coureur, comme c'est ça, comme comment on se définit comme personne. Tu sais, au début, j'ai posé la question par rapport à ça, sur quoi tu es passionné, parce que oui, on se doute que ceux qui courent aiment la course, mais on n'est pas que ça. Non. On est beaucoup plus que juste des coureurs. Puis je vais te laisser continuer, mais comment est-ce que tu as réussi à repasser, à te redéfinir? C'est quoi les réflexions que tu as eues suite à cette année-là? Ben, tu sais, c'était aussi dans un gros changement de vie aussi. Tu sais, je m'étais séparé aussi. Donc, c'était genre un peu un moment genre de vraiment de remise en question, de savoir qu'est-ce que je veux faire aussi, tu sais. Donc, qu'est-ce que j'aime? Puis aussi remettre les bases de, OK, ce truc-là, c'était très, très, très difficile mentalement. Puis, tu sais, tu
tu te fais très mal physiquement, tu sais, même musculairement, tu sais, j'avais perdu énormément de densité musculaire, là. Mes cuisses, genre, on c'était... se cachera pas, c'est pas santé, là. Comme moi, je suis kinésiologue, puis un événement comme ça, effectivement, ça détruit plus que ça construit. Fait que, comme, à la longue, sur toute ta durée de vie, ça va pas avoir eu un impact négatif, mais à ce moment-là, c'est clair que c'est pas bon pour ta condition physique et ta santé de faire 380 km de course. Mais tu sais, après, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que j'ai envie de faire. Puis en fait, après, je me suis dit, faut que tu fasses des courses qui t'ont toujours fait rêver, tu sais. Et pas seulement te dire, genre, faut que je fasse un 160, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Puis en fait, j'ai juste regardé une bucket list que j'avais fait de courses que j'avais fait en 2015. Puis je m'étais dit, qu'est-ce que je voudrais faire, tu sais. Puis je suis allé à Madère. Puis Madère, ça j'ai trouvé ça, cet endroit-là est absolument fabuleux. Là, pour les personnes, je vois de plus en plus de monde qui vont en vacances. Cette course-là est incroyable. Elle est extrêmement brutale, mais c'est magnifique. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai trouvé que ça m'a donné un nouveau départ de la course, parce que je me suis vraiment recentré sur cette passion-là. Puis après ça, j'ai aussi switché. Puis je dis toujours au monde, il ne faut pas toujours faire, mettons, que du trail, que de la route. Switcher les choses, c'est pas mal, surtout quand tu le fais depuis très, très, très longtemps. Puis là, après, j'ai switché sur un marathon, tu sais. Donc là, ça m'a vraiment fait changer le mal de place. Là. L'année d'après, j'ai fait un trail, mais j'ai fait un marathon où c'était l'objectif A. Donc, j'ai pas fait de trail de l'été au complet, juste du marathon, tu sais. Puis à partir de là, ça a rechangé. Là, je suis revenu sur de la trail. Puis après, j'ai fait l'UTMB. Donc, l'UTMB, c'était l'été dernier. Puis ça, c'est pareil, ça s'est tellement bien passé, là. Genre, préparation à plus. J'ai pris, tu sais, je travaille énormément dans la ville. Mais cet été-là, j'ai vraiment fait exprès d'avoir un printemps très occupé pour avoir un été où je pouvais vraiment plus me focaliser sur l'entraînement. Donc, je travaillais pareil, mais ça fait que j'avais des blocs de 4-5 jours, je prenais off. J'allais à Tremblant. Je me faisais des grosses journées. Tu prends-tu un préparateur physique, un coach, ou tu t'occupes de faire tes programmes? Mes plans, je les fais moi-même. Donc, des fois, je me dis, je pourrais peut-être prendre quelqu'un d'autre pour pas sauter les entraînements. C'est plus quand tu t'auto-coaches, je trouve que c'est facile de dire, je peux le faire aujourd'hui, je le ferai demain. Je changerai mes trucs. Un coach, c'est obligé de... C'est ça. T'as des comptes à rendre. T'as des comptes à rendre à quelqu'un. Préparation physique, je faisais avec le studio Locomotion. Donc, j'avais un gars qui m'avait fait un plan, puis j'ai fait ça tout l'hiver. Puis c'était la première fois que je faisais un plan de muscu sur un hiver. Et là, j'ai envie de voir qu'est-ce que t'en as pensé, là. Qu'est-ce que ça a eu comme effet sur tes jambes. J'ai aimé ça, pour vrai. Parce que j'ai fait... T'as senti la différence? Ouais. Puis tu sais, c'est con, mais j'ai fait cette prépa-là. J'ai fait le demi-marathon de Montréal avec quasiment pas de training de vitesse. J'avais fait beaucoup de muscu, quelques entraînements de vitesse. Puis je suis arrivé au demi-marathon de Montréal. Puis vous l'avez vu l'année dernière, il faisait super beau temps, grosse pluie. Et j'ai fait que 45 secondes moins lent que mon PB. Wow. Alors que j'avais quasiment pas fait de training. Puis je revenais la veille d'un déplacement d'une semaine où j'ai travaillé 12 heures par jour. Yes. Donc j'étais genre, OK, d'accord, la muscu, ça fait la job. Ouais, absolument. Puis après, ça s'est bien passé sur l'UTMB. Après, c'est bien retranscrit. Je fais beaucoup de volume. J'ai pas eu de blessure, rien. Puis je suis arrivé le jour de l'UTMB. Mes parents étaient là. Un de mes meilleurs chums était là pour faire mon crew. Puis j'avais dit que je voulais faire entre 33 et 36. J'ai fait 33-30. Wow. Alors qu'on a eu la neige, beau, la grêle. C'était les conditions les pires qu'ils ont eu de l'UTMB de l'histoire, s'ils ont dit. Il faisait tellement froid. Je sais plus combien il y a d'abandon. 55% d'abandon. Wow. C'était vraiment apocalyptique. Est-ce que tu penses que le fait d'être au Québec puis de courir les hivers, ça t'a aidé un peu? Ouais. Pour vrai, ça aide parce que la première nuit, on a eu de la neige, de la grêle et de la boue. Et tu voyais les personnes qui sont pas habituées de courir là-dedans. Là. Ils ont pas les bons angles quand ils descendent, les bons appuis, etc. Eux, ils glissent. T'es genre, nous, on a l'habitude. Mais la neige, pour vrai, moi, ça m'inquiétait pas, la neige. Exact, quand on montait, c'est ça. Tu mets tes gants, tu mets ton pantalon, mais il y en a, ils savaient même pas mettre leur pantalon parce qu'ils ont jamais mis ça de leur vie, tu sais. Donc, c'est assez drôle. Mais tu sais, l'aspect mental encore, c'était extrêmement dur. Mais l'aspect d'avoir fait le tort avant, à chaque fois, je me remémorais, je fais, ça peut pas être plus dur. Ça peut pas être plus dur. Donc là, tu continues dedans. Je suis curieux de savoir, quand tu arrives à ces grosses courses-là, est-ce que, tu sais, comme quand tu regardes les autres coureurs, là, puis les autres athlètes, puis est-ce que tu te reconnais dans ces personnes-là ou tu fais comme, non, moi, je suis vraiment comme différent, là, ou tu sais, trouves-tu que comme, ou est-ce que c'est quelque chose comme, je suis à la bonne place, là, tu sais, comme, c'est mon monde, là. Mais je te dirais, les courses que l'UTMB, c'est très dur à dire. Au Québec, je me reconnais super bien quand je prends le départ d'une course.
l'UTMB, c'est tellement gros que, tu sais, t'as beaucoup d'élites, t'as beaucoup de gens de l'extérieur, etc. Mais moi, je me reconnais beaucoup plus au Québec, je te dirais. En Europe, je trouve que c'est beaucoup plus performant quand même. Québec, c'est plus communautaire, tout le monde se parle, etc. Ça reste que les grosses courses européennes, je pense que c'est beaucoup plus performant. Donc, quand t'es là-bas, il faut que tu y ailles pour l'expérience. C'est l'UTMB, en général, tu sais. Moi, je voulais faire une fois dans ma vie. C'était pas un objectif déjà de base. Quand je l'ai fait, moi, j'ai fait juste une course qualificative. OK. Il y en a des fois, ils en font 4-5 parce qu'ils veulent être sûrs de le faire. Moi, j'en ai fait une, puis je me suis dit, si je suis pas pris, c'est vraiment pas grave. Puis j'avais été pris. Donc, j'étais genre, je vais le faire, tu sais, parce que ça reste que c'est le rêve de coureur pour tout le monde d'entre elles. Mais moi, ça n'a jamais été l'objectif de vie, tu sais. Si je la faisais pas, c'était pas grave. Je me serais pas accompli en tant que coureur et personne, tu sais. Je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Puis là, aujourd'hui, ça devient quand même une des courses dont tu es le plus fier. Est-ce que c'est la course dont tu es le plus fier ou le Tour des Géants ou y en a-tu une autre que tu n'as pas parlé qui serait comme ce à quoi tu peux te dire, ouais, je me sens accompli? Je te dirais, sûr que le Tour, ça prend énormément de place. Tu sais, c'est tellement gigantesque. Là. Tu sais, même des fois, je le vois à la maison, tu sais, j'ai un cadre avec des dossards. Là. C'est un peu bizarre, mais tout le monde a ça, même, dans les coureurs, des fois. Oui. Puis en fait, ce dossard-là, il est au centre, tu sais. Puis des fois, je passe, puis je suis genre... Ça fait aucun bon sens de, genre, avoir fait une distance de même, tu sais. Ouais. Donc, ça reste que t'es le plus fier. Mais tu sais, je te dirais, l'autre où je suis vraiment fier, c'est pas une course de trail, mais je fais le marathon du Petit Train du Nord. Puis je m'étais toujours dit, avant mes 35 ans, je veux vraiment aller vite. Parce que je me suis dit, apparemment, selon la science, après 35 ans, on ralentit. Ce qui n'est pas tant vrai, je pense. Oui, mais c'est ça, il y a de la nuance. Mais faire un bloc marathon, ça m'a totalement sorti en dehors de ma zone de confort. Faire de la piste, faire des gros blocs, faire des doubles, etc. Je faisais jamais ça. T'sais, j'allais randonner en montagne, puis c'est ça que j'aimais. Mais là, je me suis mis dans une autre zone de confort pour changer un peu les habitudes. T'sais. Parce que refaire une année de trail au complet, je pense sincèrement que ça m'aurait sûrement brûlé. Donc je me suis dit, on va changer. Marathon, on fait pas du tout de trail. Mais ça reste que pendant cette prépa-là, j'ai fait le 45 des Chic Chocs. Parce que j'étais genre, je vais y aller en vacances, puis je l'ai fait pareil. Mais ouais, le marathon, ça m'a vraiment genre... J'ai vraiment adoré ça, puis à l'heure actuelle, des fois, je regarde, puis je fais, je peux pas croire que je suis allé vite. Puis je sais pas si je le referais, parce que c'est quand même très prenant un entraînement marathon. Ouais, t'as pas d'autres marathons en tête que t'aimerais nécessairement faire? Pas pour l'instant. Je me dis que j'aurais encore une fenêtre quand même où je pourrais aller vite. Bien sûr. Mais je trouve que ça prend tellement de temps et de jus. Je suis moins fatigué à faire un bloc pour l'UTMB que pour faire un bloc de marathon. Okay. Je crois que ça m'a beaucoup plus fatigué. C'est intéressant, c'est fascinant. Ouais, vraiment. Puis, fait que ça veut dire que, mais ça veut dire, mettons, dans un entraînement un peu type pour toi, pour un ultra, parce que ça peut être super intéressant, pertinent. Tu passes presque tout ton temps, on va dire, en zone d'endurance fondamentale ou à basse intensité. Ouais. Est-ce que, même si c'est spécifiquement pour un ultra, des fois, tu fais un petit peu d'intervalle ou pas vraiment? Mais ça dépend vraiment le profil de ta course. Ouais. Tu sais, mettons un exemple. L'année dernière, ou il y a 2 ans? Il y a 2 ans, j'ai fait Canyon 100 kg. Oh. Puis Canyon 100 kg, c'est sur le parcours de la Western States. C'est un 100 kg avec 3200 mètres de dénivelé. Quand même. Mais ça roule. OK. Donc ça, tu sais, mettons, je fais des intervalles très vite au début de genre 5-10 kilos. Puis après, j'allais plus sur des vitesses genre demi et plus des vitesses marathon après. Mais si tu vas sur genre une course comme l'UTMB, la plupart des gens, je te dirais, à part les élites, qui font encore des intervalles, puis c'est quand même prouvé que faire des intervalles quand tu fais du longue distance, même de montagne, c'est bien. Mais moi, je faisais pas d'intervalles sur route. Je faisais de la montée, du dénivelé, parce que c'est 170 et 10 000, donc tu passes beaucoup plus de temps à randonner qu'à courir dans ces courses-là. Ouais. Donc, il vaut mieux mettre du beau temps sur les jambes, mais beaucoup de D+. Donc, moi, mon focus UTMB, c'était, je regardais mes semaines, je regardais même pas ma distance. Je regardais juste mon D+. J'essayais d'encaisser le plus que je pouvais. Très intéressant. Ouais. Je suis curieux, tu parles de D+, là, parce que moi, je m'y connais très peu là, en D+. Là.
Puis, tu sais, puis je sais que toi, tu sautes un peu des étapes, là, mais mettons, si tu aurais comme une recommandation, quelqu'un qui voudrait participer à ça, puis il regarde ça, les D+, puis il dit, bah, il ne sait pas, tu sais, comme tantôt on parlait, on ne le sait pas, là, comme 5 000, c'est-tu beaucoup ou pas? Je ne m'inscris pas, tu sais, comme tu commences par quoi? Tu sais, c'est quoi, comme, qu'est-ce que tu recommandes quelqu'un qui débute, là? On dit combien de D+, puis c'est quoi les échelons, là, à gravité, là? Ah, c'est tellement genre difficile comme question, je te dirais. Mais il faut toujours voir au ratio. Je dis toujours au monde, là, fais des ratios 1000 par 10 kilos. OK. Donc, genre, tu sais, tu vois une course sur, je sais pas, elle fait 7000 mètres de dénivelé sur 100 kilos. Donc, ça veut dire que c'est 700 mètres de D+, par 10 kilos. D'accord. Ça, c'est un gros ratio. OK. Genre, c'est un très, très gros ratio. Donc, moi, je suis toujours comme ça. OK. Tu regardes le ratio, Intéressant. tu descends, puis même quand tu commences à faire tes sorties longues, Mhm. tu essaies d'avoir le ratio qui est exact à ta course. Ah, wow. Pour que ton corps commence à genre voir c'est quoi, tu sais, faire un 2 heures, mais tu fais 800 de D+, tu sais, sur 2 heures de course. OK. Donc, toujours essayer de faire comme ça sur tes... toujours s'entraîner le plus spécifiquement parlant sur une course. OK. Mais je te dirais, il faut vraiment faire attention. Tu sais, des fois, tu sais, là, il y a une course UTMB à Tremblant qui se passe au mois d'août. Ouais. Même les distances... Moi, je trouve que les distances les plus dures, c'est le 14 et le 28. Là. Parce que le 28, c'est genre à 28 kilos et 1600, tu sais. Moi, je fais le 80, mais c'est le 80 et 3005. Ouais. C'est pas si pire, tu sais, comparé aux petites. Donc, je suis genre, regardez bien le ratio. Des fois, on pourrait être étonné. C'est genre, ah, je fais qu'un 14. Je vois, mais le 14, il fait 900 mètres de D+. C'est une fois et demie le Mont Tremblant. C'est ça que tu fais? Non, je suis pas inscrite à ça. Mais ouais, moi, j'entraîne des gens qui font du trail, puis ils vont être inscrits à ce genre de distance-là, où j'en ai qui vont faire cette course-là. Fait que c'est toujours, tu vois, je considère tout le temps le D+, puis c'est quelque chose que j'essaie de faire intégrer comme dans les semaines avant, d'obtenir un certain dénivelé. Souvent, j'y fais hebdomadaire. Ouais. Je l'avais jamais calculé de cette façon-là, le ratio. Je risque de commencer à le faire à partir de maintenant. Pour tes longues, c'est bien ça. Super bien. Très bien. Merci beaucoup pour cette information. Puis tu sais, les gens qui font toujours, tu sais, moi je vois toujours les gens qui transfèrent du trail, de la route au trail surtout. Ouais. L'inverse, pas si grave. Mais l'inverse, c'est genre, tu fais de la route, tu fais, hey, je fais mon demi en 2 heures, un 21 en trail, je vais en le faire en 2h30, tu sais. Non. Moi, j'ai souvent aux gens, genre, tu fais 1.5 ou 2. 2 fois 2. En termes de durée. Ouais, parce que c'est pas du tout la même game. Quand tu transfères de l'autre côté, il n'y a pas de stress, là, tu sais. C'est pas trop grave. Mais l'autre sens, super attentif. Puis on a plein qui viennent qui disent, bah là, je vais m'inscrire au 30 de QMT, tu sais, j'ai déjà fait un demi. Je vois, mais le 30 de QMT va peut-être te prendre 5 heures. Ton demi, t'as peut-être pris 2h15. Genre, faut faire attention quand même. Ah, ça aussi, c'est très, très bon. Merci de nous le rappeler. On a parlé des accomplissements, mais j'ai pas l'impression que tu as eu tant de difficultés ou d'obstacles. Est-ce que, mis à part le burn-out, as-tu eu des obstacles rencontrés dans ton parcours de coureur? T'as-tu déjà des NF? T'as-tu déjà des... Ouais, ce genre d'histoire-là. Oh, on y va avec J'en ai un. l'histoire ça, c'est une bonne histoire dans le sens où ça parle d'enchaînement, tu sais. Mm-hmm. Puis les gens, des fois, ils se rendent pas trop compte de l'impact que ça peut avoir une course sur le corps. Hein. Puis moi, je le savais un petit peu, tu sais. Mais j'étais inscrit pour la TDS. Donc la TDS, c'est une des courses de l'UTMB. OK. Et techniquement, c'est plus dur que l'UTMB. Parce que c'est où dans distance. Le monde? C'est à Chamonix, pareil. Ah, OK, parfait. Mais en fait, t'entends pas tant parler en tant que tel parce que c'est le lundi et l'UTMB, c'est le vendredi. Donc, ça fait partie des courses UTMB, mais c'est pas une finale. Okay. Donc, vous savez que cette course-là, ça se passe le lundi. En général, t'as quand même beaucoup moins de monde à Chamonix sur ce truc-là. Course tranquille du lundi. Ouais. Puis ça, c'est 145 et 9000. Petite course tranquille du lundi. Tranquille. Mais tu sais, 145 et 9000 et l'UTMB, c'est 175 et 10 000. Donc, le ratio est plus dur sur la TDS. Et la TDS est plus sauvage. Donc, plus technique, emprunter des chemins qui sont pas trop pris des fois. Et donc, moi, j'étais inscrit à Bromont 160 de base. Et en juin, NAC me dit, Nico, on a un dossard pour une course de l'UTMB. Est-ce que tu veux y aller, tu sais? Moi, je dis pas non, tu sais. Donc, moi, je dis, je vais aller à la TDS. Puis là, tu sais, je prends la TDS, puis je regarde, puis je fais, c'est 5 semaines avant Bromont. Oups. Puis quand j'arrive à la TDS, course changée, parce que mauvais temps, on passe de 145 à 165. Ouf. Donc là, c'était faire 200 miles en 5 semaines. Je fais la TDS, ça se passe super bien. Je finis la course à 1-1.
Je rentre à Montréal, puis je me dis, tu sais, je vais super bien récupérer, puis je pourrais faire Bromont. Pas de stress. Donc là, je fais quand même un petit bloc de 2 semaines, je refais une longue dedans, ça se passe super bien. Puis j'arrive à Bromont, puis Mathieu Blanchard devait être mon pacer. Oh, wow! Ouais. Puis c'est quand même drôle parce que c'est mon seul DNF, puis ça devait être Mathieu Blanchard qui me pace. Puis donc j'arrive à la course, puis la veille, on est dans un chalet, puis là, Matt, il me dit, il fait, quand même, hein, 200 miles en 5 semaines. Il fait, je l'aurais pas fait, moi. Puis là, je suis genre, ok, d'accord. Puis il dit, tu sais, tu vas pas le finir, il y a pas de stress, genre, je vais te pacer, puis ça se passera bien. Puis il pleuvait comme vache qui pisse. Là. Genre, il y a jamais eu une météo comme ça à Bromont. Il y a plus du début à la fin, mais à Sio. Genre, à Sio. Puis il savait que je suis arrivé au 80e, puis pour vrai, je pleurais, là. Genre, pour vrai, je suis tanné, là. Genre, c'est trop dur de courir dans la pluie même, là. Alors qu'il y a 5 semaines, je me mettais dans les mêmes conditions, parce que la TDS avait neigé, il y avait plu. Puis là, j'arrive au 100e kilo, puis je me rappelle, j'ai passé une demi-heure au ravito pour me dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que j'y vais pas. Je suis sorti du ravito, puis il me disait dans 20 kilos, Matt, il va te pacer. Puis en fait, je suis sorti du ravito, j'ai passé le tapis, puis j'ai fait demi-tour, je suis revenu. Et j'ai dit j'arrête. Puis parce que c'était juste mentalement, je me suis mis dans un trou il y a 5 semaines d'inconfort, puis tu peux pas genre y retourner. Même si physiquement t'es bien, la tête, elle veut pas y aller, tu sais. Elle va te dire, non, là, c'est bon, là. Genre, j'ai eu ma dose, il me faut beaucoup plus de temps pour récupérer, tu sais. Mais en gros, les gens, des fois, ils font pas ça, tu sais. Ils font 2,80 en 5 semaines, puis il y a des athlètes, là, ils font 15 courses en une année, tu sais. Moi, je comprends pas. Parce que je me dis, à un moment donné, c'est sûr que l'élastique, il va sauter, mais il y en a que ça tient. Mais ça reste qu'on n'a pas tous le même élastique, déjà. Ouais, des fois, il y en a qui ont un extra élastique de 50 mètres. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, tu sais. Moi, c'est mon seul DNF à date, là, mais je sais pourquoi il était là, tu sais. Donc, ça a duré 2-3 jours, je me suis dit, tu sais, t'aurais pu finir. Mais finir pour finir, ça a jamais été, genre, c'est pas du tout en ma mentalité. Si j'arrive à une course et que je vois que mon corps, il lâche, que, je sais pas, il y a un gros problème, je vais pas finir pour finir puis dire hey, j'ai fini, tu sais. Ouais, OK. Parce que je sais les conséquences que ça peut avoir sur le long terme après. Donc fait que tu penses quand même à la durabilité. Ça nous amène à une autre question maintenant qu'on est justement dans comme à quel point comme l'aspect psychologique est important dans le sport, dans la vie, en course d'endurance. J'ai comme l'impression qu'en course d'ultra-endurance, en trail, encore plus. Est-ce que toi, déjà, comme tu es capable de nommer quelques qualités psychologiques ou des traits psychologiques qui sont importants soit à avoir ou à développer pour faire de l'ultra-endurance? Il faut être résilient, ça c'est sûr. Ça, je pense que c'est la qualité. Mais ça se développe, tu sais. Je pense que ça se développe, mais ça reste que automatiquement, tu sais, on se met toujours en position de sécurité, tu sais. Puis en ultra, ce qu'il y a, c'est que tu vas être en difficulté à un moment donné. T'sais. Les courses qui se passent bien de A à Z, tu vas sûrement en avoir une ou deux dans ta ville. Moi, j'en ai eu une, c'était Bromont Ultra, mon premier 100 miles, puis du début à la fin, ça s'est bien passé. Puis je me suis dit, OK, qu'est-ce qui se passe? Mais ça arrive pas souvent. C'est la seule fois où c'était genre incroyable. Mais tu vas être en position de difficulté. Et je pense que c'est quand ton cerveau t'envoie le signal d'alarme de te dire, ouh là là, OK, là, faut pas y aller, là. Il faut être capable de genre se dire, mon cerveau, là, on est peut-être à 40% de ma zone de danger, là. Ouais. Que je peux aller au-dessus, tu sais. Puis souvent, les gens, ils veulent pas y aller. Non, c'est ça. Est-ce que tu as des phrases? C'est quoi comme qui se passe dans ton cerveau, là, au moment, mettons, que tu as des moments comme dans ta course, là, où mais moi, je me dis toujours, tu sais, difficile. Je trouve que quand tu arrives à ta course, il faut que tu prennes ton plan, tu t'assois et tu la découpes. OK. Ça, c'est extrêmement important de découper sa course. Puis tu sais, de voir, t'as plein de profils différents. Tu parles d'un profil où genre, mettons, je prends un exemple, Tremblant. Le 80, là, le 30 premier, c'est un 30 kilos qui roule. Et après ça, le 50 dernier, c'est up and down, up and down, up and down. T'sais. Donc là, il faut que tu découpes ta course sûrement en 2, soit en 3. Okay. Donc là, tu découpes le premier 30 roulant. Donc c'est pas pareil, pas même stratégie. Puis après ça, tu peux découper les deux derrière comme ça. Et souvent, quand c'est des longues, ou même des plus courtes, faut vraiment que tu fasses ça. Et te dire, t'arrives à un ravito, puis là, tu visualises. Tu te dis, OK, là, prochain 15, c'est ça qui se passe. Puis tu le sais. Si t'es préparé à te dire, ce prochain 15-là va être extrêmement dur, montagneux, dans la tête, c'est beaucoup plus facile. Oui. Si t'arrives à ta course et que tu connais rien, c'est ça le plus dangereux, en fait.
Mais c'est ça, on apprend aussi, c'est normal, t'apprends, tu le fais, t'arrives, puis tu dis, putain, j'aurais dû regarder le profil ou autre chose. Mais quand t'arrives le plus préparé possible, c'est comme l'école, t'arrives aux examens, là, si t'as fait tous tes entraînements, t'as étudié ta course, moi j'avais toujours, t'as le facteur X, la météo, le gastrique, ça peut arriver, mais si tu t'entraînais avec ta nutrition, tu devrais être correct. Mais ça reste que si t'as pas fait tes devoirs, ça se peut que tu fais à l'examen, là. Ouais, mais t'as quand même eu les deux expériences parce que ta première course, c'était un petit peu... T'avais pas rien étudié, puis d'une certaine façon, peut-être que ça t'a servi. Ouais, peut-être c'est un peu que oui, souciant, peut-être que non. mettons. Mais c'est sûr que là, si tu veux augmenter tes chances de réussite, dans le fond, ce que tu dis, c'est oui, arriver. Et puis je comprends l'aspect psychologique de... justement, le cerveau humain, on aime savoir qu'est-ce qui va se passer. Ce qui est le plus stressant, c'est de l'imprévisibilité, de pas savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, ce qu'on est capable de faire. Fait que, OK, je comprends que là, d'avoir juste un plan, une idée, augmenter, c'est ça, de la préparation mentale par rapport à ça. Fait que ça, c'est ton astuce. Puis quand t'arrives à un ultra... Mentalement, les jours avant un ultra, moi, j'essaie de déconnecter au maximum. J'essaie de vraiment être beaucoup moins sur mon cell, visualiser la course, etc. Mais genre, les 2 dernières journées, je m'intéresse plus du tout à la course. Donc, c'est genre UTMB, on a fait mes ravitaux la veille, mais juste, mettons, j'avais fait une liste, puis j'avais dit, voilà, c'est ça, mais je veux pas qu'on en parle après, tu sais. Donc là, on a fait ça, on a fait les plans, mais la dernière journée, on parle 0 de course, genre 0, 0, 0. Essayer de se détacher le plus possible et te préparer mentalement à te dire tout va t'arriver. Tout. Donc, faut pas arriver en se disant, genre, en ayant des petits questionnements, etc. Faut te dire que tout va t'arriver et vraiment anticiper tous les scénarios. Okay. Mais plus t'es préparé au maximum, mieux c'est. Puis ça va de toutes les petites affaires. C'est genre ton sac à dos avec tes affaires. Prépare-le avant pour savoir où sont certaines affaires. T'sais. L'histoire à l'UTMB, c'est que il pleuvait tellement au départ que j'avais mis ma frontale dans mon dos. Genre, j'ai mis ma batterie de frontale dans mon dos. Et au premier ravito, il commence à faire noir. Je sors ma frontale avait oxydé. Oh. Ouais, ma batterie de frontale. Et là, sûrement que le Nico il y a 6 ans ou 7 ans, quand il a commencé la course à pied, sûrement qu'il aurait genre pleuré, puis il aurait dit « Putain, ma course est finie, nanana. » Et le Nico qui a fait ses devoirs et qui est genre préparé, je suis arrivé là, j'ai fait « Hey, pas de panique. Sors ton sac, nanana, tu sors ta frontale, tu sors ta deuxième batterie, tu la replugues. Mais c'est, faut pas... Si t'as pas fait tes devoirs et que t'es pas préparé, bah tu vas sûrement paniquer, tu vas dire « Putain, il n'y a plus de frontale, nanana. » Là, je suis arrivé plus calme. Je suis genre « Hey, il n'y a pas de stress. Genre, prends juste une autre frontale, tac, tac, tac. » J'ai 2 questions, en fait. Une, un peu comme ma question sur le D+, là, tantôt, là, mais c'est bien, on a appris quelque chose, là, comme un super truc. Là. Comme j'entends souvent parler de ceux qui font la course en sentier, là, dire « Ah, ça, c'est technique. Ça, c'est roulant, tout ça. » Je sais pas si tu peux nous donner comme un peu le vocabulaire utilisé. Puis, tu sais, technique, pour moi, ça veut dire quoi? C'est rocailleux? Ça veut, tu sais, y a-tu des niveaux de technicalité, là? Je te dirais qu'au Québec, on est servi, là. Puis on est sûrement dans un endroit du monde qui est un des plus techniques. Puis c'est pas moi qui le dis, même la plupart des gros courants internationaux qui viennent au Québec, ils trouvent ça extrêmement difficile. Où est-ce qu'on est? Donc mettons, c'est beaucoup de roches, beaucoup de racines. Si tu vas au lac Beauport, etc., les trails Lacligny du coureur, extrêmement techniques. Tu vas au Mont-Sainte-Anne, la Mestachibo, extrêmement technique. Mais tu sais, une trail roulante, ça peut être genre comme un California Carpet, ils appellent ça, là. Tu vas en Californie, il n'y a pas de roches, il n'y a pas de racines, tu peux rouler. Au Québec, c'est extrêmement technique. Fait que c'est comme du roulant, c'est comme de la terre battue. En gros, ouais. Tu sais, mettons, Bromont, c'est un bon mix entre la technicité et du roulant. Tu vas être sur les chemins genre de 4 roues, etc., super roulant, puis tu vas arriver dans la Lieutenant Dan, qu'ils appellent ça, là. Extrêmement technique quand tu montes. T'sais. À cause de toi, ça, là. Non, c'est pas moi, ça. C'est vraiment pas moi. Mais t'as quand même beaucoup de niveau de technicité, je te dirais. Mais au Québec, c'est beaucoup plus technique, mettons, que dans les Alpes. Okay. Moi, les Alpes, ça m'a zéro choqué. Là. Pour moi, c'est zéro technique. T'as certaines sections qui sont techniques, mais ça n'a aucun rapport avec les trails du Québec. Puis dans les Alpes, ça a monté assez haut pour que tu sentes que l'altitude jouait pas encore. On est comme à les limites où ça commence à être un petit peu plus de déprivation d'oxygène. Tu l'as pas senti? À l'UTMB, tu le sens pas vraiment, parce que t'es à 2003, le maximum. Mais genre, le Thor, je l'ai senti, tu sais.
Puis la C'est quoi chance... l'altitude peak? 4000. Ah oui, OK. Ouais, 4000. Mais tu sais, l'avantage qu'on avait, c'est que on avait fait une préparation d'altitude avec mon collègue Max. OK. Puis en gros, on était juste allé 4 jours. On a dormi 3 nuits à 3008. Ah ouais, c'est Puis de pour vrai, on l'acclimatation vraiment classique. bien. Là. Parfait. OK. Vraiment bien. On était dedans, alors que la plupart des gens, tu sais, ils sont arrivés puis ils ont eu des mal de tête pendant la course. C'est ça. Mais t'as plusieurs types. Tu sais, il y en a qui disent t'arrives longtemps avant. Je pense que c'est 15 jours avant, t'es correct. Ou alors t'arrives la veille. T'as les deux écoles, tu sais. T'arrives la veille, puis en gros, ton corps, il a juste pas le temps de, genre, s'ajuster. Mais bon. Ça fait moins de sens, on dirait. Ouais, ça fait moins de sens, mais il y en a qui font ça, ils arrivent la veille. Genre, ouais, c'est beau quand même. La technique de la claque d'en face. Ouais. En général, ça dure 24 heures le mal de tête, mais c'est quand même. C'est pas terrible. Puis, au fait, merci. Hein, merci pour la réponse là, sur la technicalité là, des parcours. Là. Deuxième question, j'étais curieux. Toi, comme tu parlais, ben là, tu fais tes devoirs là, quand tu vas à une course, là, mais je me demandais si tu avais un crew ou si tu arrivais là tout seul avec ton pack-sac. Là, puis... Ben, ça dépend aussi. Là. Tu sais, faut que tu aies l'entourage pour ça. Là. Puis, tu sais, j'ai jour au monde que je commence à coacher. Là. Je leur dis, je fais le genre de projet de course, il faut toujours que ce soit un projet familial. Donc, si tu t'embarques dans genre un 100 miles ou autre chose, faut que tu consultes ta famille avec toi aussi. T'sais. Donc, ça, tes amis, si t'as pas de blonde ou pas de chum. Là. Mais si t'as une blonde et un chum, faut les inclure là-dedans. Ça, c'est une équipe. Là. Parce que ça va prendre certains sacrifices, l'emploi du temps, etc. Mais tu sais, la plupart du temps, moi, c'est mes amis qui viennent. Mais tu sais, genre là, je suis allé en Afrique du Sud en novembre. Je suis allé solo. Je suis dit, je vais en Afrique du Sud. Puis là-bas, j'ai eu de la chance. Je suis tombé sur un gars, un local, Benoît, que j'ai eu la chance de genre faire 70% de la reconnaissance du parcours la semaine avant. Il m'a fait mon crew avec mon amie Virginie. Mais tu sais, il faut que tu aies un crew, là. Ça marche. Je pense pas que ça marche tant de faire des longues distances si t'as rien. Il y en a qui le font. Hein. Ils ont un drop bag, puis ils arrivent à le faire. Mais je trouve que tu as besoin d'avoir... Il faut que tu aies de la connexion émotionnelle avec quelqu'un, tu sais. Mm-hmm. Parce qu'à un moment donné, si ça va mal, il faut pas que tu sois tout seul à brasser, tu sais. Puis les bénévoles sont bien gentils d'être là, puis on les remercie, mais c'est pas des éponges émotionnelles, puis elles peuvent pas te répondre. Mais un crew, c'est la clé de succès de beaucoup de courses de trail. Puis moi, il y en a plein de courses qui ont été sauvées par mon crew, parce que t'arrives, t'es genre... Tu sais, là, l'UTMB, un de mes meilleurs chums, Antoine, était là. Puis tu sais, je suis arrivé au 120e. Là, au 80, il m'a récupéré, tout smile, je sortais de la nuit, même dégueulasse. J'étais tout sourire. Il m'a récupéré 40 kilos plus loin, là. Je pleurais ma vie, puis j'étais genre, pour vrai, les 10 dernières heures, c'était horrible, Mais il a su trouver les mots pour me faire genre, hey, t'es arrivé là, good job, il t'en reste 50, t'en as fait 120, là. Tu sais, vas-y, là. Puis c'est là que t'as le petit tilt, tu te dis, OK, il y a quelqu'un qui m'a écouté, j'avais besoin d'extérioriser, genre, j'avais de la peine, j'étais genre, pour vrai, j'étais mal, là. Mais là, quelqu'un qui t'a écouté, tu dis, OK, je t'écoute, maintenant, genre, voilà, je te donne mon énergie, puis tu peux y aller, tu sais. Mais tu peux avoir plein d'amis, tu sais. Moi, je dis toujours au monde, tu sais, un 160, si t'as pas d'entourage, il y a plein de gens qui seraient prêts à t'aider, là, facilement. Donc, super important, finalement, d'avoir des gens pour être là, pour te supporter, surtout moralement, tu dirais, plus que techniquement durant la course, quasiment. Puis ça, je trouve ça intéressant à amener pour notre prochain volet qui va être la communauté, mais justement entre elles, puis moi, j'en ai fait quelques-uns, pas beaucoup, 80 maximum. Ben, c'est bon, c'est excellent. Mais il y a cette espèce de dualité entre, on dit que c'est la trail, c'est très, très communauté, les gens se soutiennent, tout ça. Mais en même temps, par rapport à justement des événements de course sur route, il y a beaucoup plus de moments où tu es seul pendant la course. Ouais. Comment tu vis ça, toi, ou as-tu des anecdotes de moments où tu es entré en contact avec une nouvelle personne, quelqu'un que tu connaissais pendant une course, ou des moments où tu étais seul, puis comment tu vis ces deux aspects-là? Mais déjà, tu as totalement raison. C'est deux mondes différents. Je dis toujours au monde, je fais le monde de la course, le monde de la trail, la route, c'est totalement différent. Puis il n'y a pas un meilleur et un moins bon. Les deux sont juste deux mondes à part. Mais moi, j'ai une super bonne anecdote. Là. J'ai fait le Gaspésia 110, genre la première course après le Thor. Puis tu sais, j'étais parti tout seul dans la course. Puis au bout de 20 kilos, genre, il y a deux gars derrière moi il y en avait un que je connaissais, tu sais, par les réseaux sociaux. OK. Puis il s'avère qu'avec ces deux gars-là, on a fait toute la course. Puis on a jasé, on a fini à 3. Et après ça, je suis à la Madère l'année d'après. Et ces deux gars-là étaient à Madère aussi. Puis on a couru ensemble Madère au complet.
Wow! Donc, tu sais, ça, c'est des super bonnes histoires. Là. C'est Vincent Emmerich qui s'appelle. Puis Emmerich, ça fait 5 ans que je le coach. Donc, c'est encore mieux. C'est super belles histoires. Là. Mais il n'y a aucune course de trail où j'ai pas couru avec quelqu'un pendant un petit moment, puis fait connaissance, puis jasé, tu sais. Mais en marathon ou en demi, tu peux pas faire ça, tu sais. Tu peux pas genre « Hey, salut, ça va? » Ça marche pas tant que ça, là, tu sais. Mais ça, tu sais, moi, je trouve que la trail, c'est extrêmement communautaire, tu sais. La course sur route aussi, mais la trail, je pense que ça tu peux partager beaucoup plus d'entraînement aussi, tu sais. Partager un entraînement de tempo avec quelqu'un, tu peux pas vraiment jaser, tu sais. Faire une sortie longue de 3, 4, 5 heures avec quelqu'un, tu vas marcher, tu vas avoir le temps de jaser, je trouve que tu as beaucoup plus de moyens de créer quelque chose en tant que tel. Ouais, super intéressant. Puis, on a parlé tantôt du studio Locomotion, là, que tu t'entraînes au studio Locomotion. Moi, je connais très bien le studio Locomotion. Pendant des années, je me suis entraîné au studio Locomotion. Là. Shout-out à Julie et Yann, les propriétaires. Là. Fait que j'étais là vraiment souvent, là, puis je connaissais quand même beaucoup de coachs. Là. Puis je trouve ça le fun. C'était un bon studio, un bon gym là, qui je sais pas comment ils font, là, mais eux, ils aiment un peu comme... tu sais, un peu comme changer là, le décor intérieur, là, vraiment régulièrement. Là, quand ils sentent que comme, tu sais, dans leur communauté, comme ça marche plus, là, ils investissent, puis ils le refont, là, tu sais, puis ils changent les choses, là, puis comme là, présentement, tu sais, ça fait longtemps que je peux aller, mais je vois quand même ça dans les médias sociaux, là, comme c'est différent de quand moi, j'y étais, là, tu sais. Mais le type de service qu'ils offrent, je pense que c'est similaire, là, tu sais, comme parce que, tu sais, les deux mêmes personnes sont quand même là, les 3 personnes sont quand même là. Mais toi, en tant que coureur, tantôt, tu disais que tu faisais de l'entraînement en salle. Qu'est-ce que tu as découvert par rapport à l'entraînement en salle? Puis, tu sais, qu'est-ce que tu dis? Ah, OK, comme ça, là, do that, faites cet exercice-là, là, t'sais. Ce que j'ai découvert, c'est que t'as beau courir des 160 km, tu peux quand même être raqué après une séance de muscu. Puis ça, je me rappelle que ça m'a genre... Les premières séances que j'ai fait avec l'entraîneur que j'avais, il m'a montré tous les exercices, puis après ça, je les faisais de manière autonome. Mais j'étais totalement pété, là. Alors que il y a des 100 miles que j'ai fait, le lendemain, je pouvais courir. Il y a des séances de muscu que j'ai faites que le lendemain, j'étais pas capable de courir. Mais... T'aurais été capable, mais... Ouais, ça aurait été un peu moins gracieux, mettons, quand j'aurais couru. mais tu sais, je trouvais que ça donne juste une base forte. T'sais. Puis moi, quand je fais une analogie de ça, je dis toujours, t'as beau avoir un moteur de Ferrari, là, mais si t'as une carcasse de Fiat 500, ça marche pas. Donc, avoir un corps extrêmement fort, moi, je me suis senti beaucoup plus stable, beaucoup plus fort, je récupérais beaucoup plus vite. Donc ça, c'était excellent. Cette année, j'ai quand même été moins bon. Tu sais, la job a vraiment pris beaucoup plus de place cette année, là. Mais tu sais, je faisais mes exercices à la maison, j'ai quand même des kettles, etc., où je faisais quand même la base. Mais j'ai quand même moins été en salle que l'année précédente. Puis, mais l'année dernière, j'ai vraiment senti, tu sais. Puis surtout, quand je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'aspect du demi-marathon, là, où j'ai réussi à faire un temps qui est pas si loin que mon PB. Puis j'ai juste pas tant entraîné, tu sais. Mais ça reste que j'avais tellement un corps fort qui pouvait encaisser que... Le lendemain, j'étais bien correct. T'sais. Ouais, un corps fort qui peut bien encaisser, mais là, on rentre dans mon domaine, ben non seulement ça va te prévenir pour les blessures, tout ça, tu vas être plus solide, mais aussi, ça a été démontré comme quoi ça va améliorer ton économie de course. Fait que comme tu dis, même si tu as fait un peu moins d'entraînement spécifique, tu as pu avoir des gains même sur ta vitesse. Probablement à cause de ça. Ah, c'est sûr et certain. J'aime ça, entendre des témoignages comme le mien. Allez voir Joël. Oui, exactement. Ça renforce un peu. Si on revient à l'aspect communauté en course à pied, donc, ben, non seulement toi, comme coureur, comment tu le vis, tu t'investis, mais aussi avec ton travail, avec On. Dans le fond, c'est quoi, selon toi, le rôle de la communauté en course à pied? Puis tu peux parler un peu plus localement si c'est ici ton expérience. Qu'est-ce que ça apporte? Ben, la communauté, elle grossit. Tu sais, on peut en parler avec Raoul, mais tu sais, moi, quand je suis arrivé en 2017, il n'y avait pas tant de groupes de course. Tu sais, moi, j'ai commencé à courir avec Yves-Laurier. Puis à l'époque, il devait peut-être en avoir 3-4 de groupes. Puis maintenant, qui existent encore. Qui existent encore. Mais tu sais, à l'heure actuelle, je pourrais même pas te dire combien il y a de clubs de course. Je sais qu'il y a un fichier Excel qui circule dans les clubs de course où il y en a combien, mais c'est absolument incroyable. Tu pourrais courir matin, midi, soir si tu voulais. Donc je trouve que la course à pied a vraiment explosé.
moi, c'est sûr que c'est vraiment au cœur de ma job, tu sais, mais même avant de travailler pour On, tu sais, j'allais dans les clubs de cours, j'avais du fun, j'ai construit un très, très beau réseau, là. Puis je pense que je me suis construit ce réseau-là, mais il m'a aidé aussi dans ma carrière à trouver des jobs qui s'alignaient vraiment bien avec ça, tu sais. Lululemon, je l'ai trouvé parce que c'est Lisha qui m'avait dit « Hey, il cherche quelqu'un à Lululemon ». Puis après ça, j'ai rencontré le boss de NAC après qui est venu me chercher. Puis le gars avec qui je travaille maintenant, Maxime chez On, je l'ai rencontré à la maison de la course, tu sais. Et voilà. Donc, tout va dans tout. Ouais. Donc, j'ai toujours au monde, tu sais... Avec le réseautage déjà en premier. Réseautage. Mhm. Des fois, le monde, ils me disent « Ah, je voudrais bien travailler dans le monde de la course à pied, tu sais. » Je suis genre, va juste dans les clubs de course, rencontre du monde, jase avec eux. Je fais... Au bout d'un moment, il y a une porte qui va s'ouvrir, tu sais. Tu sais, tu vas surtout pas t'y attendre, elle va s'ouvrir. Donc, je trouve que la course à pied, ça ouvre beaucoup, beaucoup d'horizons. Puis, tu sais, on en parle encore maintenant, tu sais, même le 6M est considéré comme un club de dating, tu sais, donc, tu sais, ça ouvre énormément de portes. Oui, tout à fait. Mais, tu sais, moi, c'est sûr que c'est au cœur de ma job, tu sais. Je fais, moi, c'est toujours l'aspect technique, donc, tu sais, je fais des formations en boutique, etc. Donc, ça, c'est vraiment pur staff, pur produit. Mais il y a quand même genre quasiment, je dirais, 50% de ma job qui est d'organiser des événements, de créer des démos, etc. Puis ça, c'est vraiment pour que les gens essayent les produits. C'est de créer une expérience, pas seulement juste penser à genre, je veux vendre. Puis moi, j'ai toujours au monde ça, tu sais. Moi, ma job, c'est pas de vendre. Ma job, c'est d'offrir une expérience au monde pour qu'ils essayent les produits. Qu'ils aillent l'acheter après, moi, je m'en fous un peu, tu sais. Parce qu'à l'heure actuelle, tu sais, il y a personne qui est fidèle à une brand. Tout le monde va essayer quelque chose. Mais moi, c'est surtout créer genre une plateforme pour que le monde essaye des affaires, puis qu'il y ait du fun. Ouais. Moi, je connais des gens qui sont coureurs, là, qui courent seuls. T'sais. Ouais. Fait que, qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là? Comme, tu sais, des fois, il y a des démos, là. Comme, pourquoi participer à une démo? Qu'est-ce que ça l'apporte? Qu'est-ce que cette personne-là va avoir de plus là, que aller à la boutique puis essayer finalement acheter une paire de chaussures puis l'essayer pas par lui-même? Là? Ben, je te dirais, tu as plusieurs aspects. Genre, mettons, à l'heure actuelle, si tu regardes le marché, une chaussure de course, ça coûte cher. Si tu vas en boutique, tu vas l'essayer, mais tu vas l'essayer sur le plancher. Donc, parfois, les gens, ils sont genre, est-ce que je peux me commettre à payer une paire à 230 pièces? J'ai couru 15 mètres dans le magasin avec, tu sais. T'as beau avoir les meilleurs conseils du monde en chaussures, le meilleur juge, c'est toi, quand tu le mets à tes pieds. Ouais. Les démos, c'est fait pour que les gens puissent avoir l'expérience de l'essayer dehors. Ou, tu sais, Studio Locomotion, on a fait un test sur tapis, tu sais, parce qu'on essaie des affaires. Mais ça, c'est d'essayer une chaussure dehors sur un 5 ou 10 kilos. Tu vas rentrer, tu vas être beaucoup plus en confiance de sortir ta carte de crédit puis d'acheter un truc. Mais aussi, tu sais, moi, ce que j'aime faire, c'est que j'aime pas trop juste faire des démos, tu sais. Parce que ça, les démos, tu sais, les gens, ils peuvent en avoir plein. Les brands font plein d'affaires. Puis là, je vais vendre un peu mon secret, mais j'aime bien faire plus des expériences, tu sais. Donc, si je fais une démo, j'essaie toujours de l'élever et d'amener quelque chose en plus pour les gens qui viennent, tu sais. Donc, ça peut que, genre, je dise à NAC qu'ils viennent, qu'ils aient des produits, etc. Comme ça, il y a plusieurs aspects, tu sais. Ils vont essayer une paire de chaussures, mais pouvoir essayer un aspect nutrition avec, tu sais. Alors que juste faire une démo de chaussures, tu peux te mettre dans le coin du parc Laurier, là, puis sortir ton rack, puis faire essayer des chaussures, il n'y a pas de stress. Mais essayer d'apporter une expérience en plus au monde. Parce que maintenant, le monde, ils s'attendent à ça, tu sais. Ils s'attendent à venir à une démo, puis avoir genre, une barre gratuite, un truc gratuit, nan. Mais au moins, c'est un peu mieux que juste un test de chaussures simple. Ouais, puis dans le fond, Raoul et moi, on peut en témoigner. On a participé à des événements que tu as initiés avec On, puis honnêtement, justement, c'était mémorable et incroyable. On en reparle encore. C'est des trucs qui sont vraiment... qui sortent de l'ordinaire. Puis oui, je confirme là, que comme ça fait une expérience hors du commun. Ça te fait rencontrer déjà la communauté. On finit par connaître plein de gens, mais je finis aussi par rencontrer souvent des nouvelles personnes à chaque fois. Fait que ça, c'est encore une fois génial pour le réseautage, l'augmentation de la communauté. Mais vraiment, tu sais, là, on a comme en tête, tu sais, le On-Squad Race. Ouais. Il y a eu différents formats, mais comme un des formats qui était comme
la course à relais dans un stationnement Ouais. de nuit avec DJ, là. C'est fou, là. On a eu tellement de fun avec ça, là. Je sais pas comment vous êtes venus à développer ces idées-là, mais chapeau. Ça a été une idée qu'on a développée avec un de mes collègues à Toronto, à Nocle. Ok. Tu sais, on avait genre, il était genre, ce serait cool de faire genre une course à relais dans un parking garage, un. Puis c'est sûr que ça a pris une très grosse ampleur. Tu sais, Mon c'est parti Dieu. d'une idée locale, parce qu'à l'époque, il y avait juste Montréal qui le faisait. Uh-huh. La première année, c'était juste Montréal. Puis après ça, c'est beaucoup plus de villes. Puis maintenant, c'est plus global. Mhm. Mais ouais, c'est encore une fois, c'est quand tu regardes le concept, on vend pas de choses. On vend Ouais. pas de vêtements. Là. On invite le monde. On crée l'expérience, dépense de l'argent pour l'expérience. En aucun cas, on incite les gens à aller chercher des chaussures après. Tu sais. Non, On fait exact. essayer des chaussures, oui, mais ça reste qu'il n'y a pas de boutique qui est là pour te demander ta carte de crédit, puis C'est l'événement est 100% gratuit. Ouais. Je trouve que c'est ça l'aspect que je préfère dans la course à pied actuellement. Là. Puis ça va un peu à contre-courant. Tu sais. On dit, hey, t'es tech pour une marque, ça reste qu'il faut que tu vendes des souliers. Tu sais. Moi, je me vois comme un gars qui pousse plus l'aspect genre, je veux créer des expériences pour Ouais. que les gens essayent des chaussures. Puis essayer aussi essayer de toucher d'autres cibles. Tu sais. Souvent, on dit, On, vous êtes très performance, etc. Donc, des fois, j'essaie de créer des événements qui vont essayer de toucher d'autres publics un petit peu pour qu'on amène beaucoup plus de monde à la course à pied que de voir une marque comme genre une marque ultra performante. Tu sais. Mhm. L'ultra performance, ça, c'est 1% de la population, même pas, tu sais, c'est 0,5. Là. 99,5% des autres personnes, elles veulent juste courir, tu sais, avec une chaussure. Pas forcément genre la top du top, là, mais on veut ouvrir ça au plus de monde possible. Tu sais. Et ces événements-là permettent ça, tu sais, d'amener du monde et de faire rencontrer du monde. Ah, ben, clairement, c'est ça, ça fonctionne. Puis, comme tu dis, c'est important. Ben, ça amène quand même à discuter là, de la compagnie, de la marque. Comme Ouais. je dis, c'est pour moi, cette course-là est associée à On. Fait qu'on continue à passer le mot puis à avoir, dans le fond, une vision très positive de la compagnie. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis j'aime aussi, je pense qu'il faut le redire que c'est vraiment des choses qui sont ouvertes à toute la communauté, peu Ouais. importe que tu viennes juste de commencer à courir ou que tu sois un coureur quand même aguerri, élite. Fait qu'il faut pas hésiter. Ouais. Puis mettons, justement, pour que les gens puissent être un peu au courant ou savoir où trouver de l'information, ils suivent les réseaux de On Ouais. spécifiquement, les tiens. Bien sûr que moi, je publie beaucoup d'événements que je fais, tu sais, Mhm. parce que c'est quand même important d'informer la communauté de qu'est-ce qui va se passer, tu sais. Mais sûr que On aussi, tu sais, ils diffusent, c'est des événements qui sont plus globaux, eux, ils vont le diffuser. Mais je te dirais, le local, là, ça va beaucoup plus être moi qui va genre dire, hey, je fais une démo avec cette boutique-là, je fais une démo avec ce club de course-là. Puis c'est ça qui est beau à Montréal, c'est que je pourrais en faire à tous les jours si je voulais, tu sais. Et ça reste que c'est pas équilibré dans la vie. Mais tu peux en faire vraiment à tous les jours. Tu sais, j'ai même une année, je me rappelle, j'avais fait c'était la journée internationale de la course à pied. Puis je m'étais mis en défi de faire une démo le matin, le midi et le soir. Je le referai pas. C'est beaucoup. Mais c'était fun. Très cool. Puis, si on continue, peut-être avoir un peu plus d'informations sur le squad race. Là. Comme tu as dit, au début, ça a commencé à Montréal, puis après ça, c'est dans d'autres villes. Puis, on va dire, la version de cette année, ça va ressembler à quoi? Alors, cette année, ça va être quand même différent à Montréal, je te dirais, parce que on n'est pas sur le circuit global. Donc, cette année, on va essayer de faire un concept qui va être différent. Donc, ça va être à communiquer plus tard dans les quelques semaines qui s'en viennent. Stay tuned. Stay tuned. Mais le format de la Squad Race pour Montréal va changer. Plusieurs raisons, je te dirais. Parce que là, vu que c'est rendu global, c'est pas la même échelle que Montréal. Mais surtout qu'on a aussi envie de changer un petit peu. T'sais. Nous, ça fait 4 ans qu'on le fait. Puis je pense qu'on a envie d'essayer de ramener un petit vent de fraîcheur sur le format et de voir et d'essayer des affaires, voir si ça marche, voir si ça marche pas. Parce qu'on est quand même créatif dans l'équipe, là, puis on aime bien de créer des événements qui sont un peu différents. Donc là, on en a un en tête, puis on va le créer de toutes pièces. Mais on va dire la ville la plus près, s'il n'y a pas Montréal, ça serait où? La ville la plus près. Toronto? C'est une belle question. Non, Toronto n'aura pas. Il n'y aura pas de Squad Race au Canada. OK. Ouais, mais il y aura plusieurs formats de courses au Canada, mais il n'y aura pas de Squad Race. Je te dirais la plus proche, Chicago peut-être. Est-ce que c'est la plus proche? Ouais, ça se peut. C'est pas proche. Ouais.
Sinon, vous pouvez aller en Australie, vous pouvez aller Parce que dans le fond, tu en peux France. former un crew puis aller dans n'importe quel squad Tu peux. race. Ah, il n'y a là. pas de stress. Exact. Si T'es vous voulez pas aller à obligé Miami, de là, vivre dans cette ville-là. Là. si vous voulez à Miami ou à LA, vous pouvez y aller, il n'y a pas de stress. Là. Toutes les dates sont sur le Instagram de On. Y a Donc, pas de à stress, tous vous les pouvez y aller. millionnaires qui nous écoutent, Ouais, faut y aller. allez-y. Billets pour Miami, c'est pas si cher là, pour le Canada. Ça va. Ça va aller. Puis en termes de produits on, je sais pas Ouais. si tu peux nous en parler un peu là. C'est quoi vos meilleurs vendeurs là, que qu'est-ce que les gens aiment, qu'est-ce qui s'en vient là, puis c'est un peu ça la gear là. Je te dirais que cette année, pour être full honnête, c'est genre la plus grosse année de On à vie en termes de course à pied. Là. Moi, je trouve que c'est depuis que j'ai commencé il y a 5 ans, c'est la plus grosse année. Puis même pour les personnes qui sont là depuis beaucoup plus longtemps que moi, ils disent cette année, c'est quand même une coche en plus. En 2021, on a sorti le Cloud Monster. Puis au Cloud Monster, ça a été notre chaussure qui nous a quand même vraiment plus mis je dirais, en avant en termes de course à pied. Avant, on était beaucoup plus vu comme une marque de lifestyle, etc. Ouais. tu sais. Mais le Monster nous a vraiment fait rentrer dedans. Puis c'est quand même une chaussure esthétiquement parlant qui le monde remarque. Tu sais, c'est des clouds qui sont assez géométriques, etc. Donc là, cette année, on sort cette chaussure-là qui est sortie il y a 2 semaines. Demain, on sort la grande sœur du Monster qui s'appelle le Hyper Monster, qui est genre un super trainer. Il n'y a pas de plaque dedans. C'est de la super mousse, comme la chaussure de marathon. Mais c'est ça, c'est une grosse année. Beaucoup d'événements qui vont s'en venir, beaucoup de démos à Montréal, à Québec. Donc les gens pourront venir essayer. Ce qui est vraiment excitant. C'est moi, c'est sûr cet aspect-là de ma job que je préfère le plus. Là. Quand je fais les événements et que les gens mettent les pieds dedans, qui disent waouh, c'est le son que j'aime bien entendre. Hein. Je leur dis j'aime bien entendre ce son-là. Mais c'est le fun. T'sais, on crée des expériences, puis les gens sont contents, ça les fait sortir, ça leur fait rencontrer du monde. Ça nous rend heureux. Puis c'est où les villes où vous allez au Québec? Il y a Montréal, vous allez à Québec. Y a-t-il d'autres villes là, autres que comme ces 2 grandes villes-là? Là? Ben, je te dirais, moi, mon territoire, c'est tout l'est du Canada. Donc, je fais de Ottawa jusqu'à Halifax. Okay. Mais je te dirais que mon plus gros marché, c'est Montréal-Québec. Mais Ottawa, ça commence quand même à grossir. Tu sais, ils ont une grosse boutique qui a ouvert. En fait, c'est une boutique de Toronto qui a ouvert une succursale à Ottawa. Parce qu'Ottawa, ça grossit vraiment. Tu sais, il y a quand même des marchés qui sont en retard, en avance par rapport à d'autres. On dit toujours que Québec, souvent, c'est 12 mois en retard par rapport à Montréal. Puis Ottawa, c'est 24 mois en retard par rapport à Montréal. Des fois, t'as des petits trucs comme ça. Mais ça grossit tellement. Tu sais, le marché grossit tellement que, personnellement, toutes les semaines, je peux avoir 5 demandes de démo dans mes messages sur Instagram. Genre, hey, je fais une démo. Mais je suis genre, ouais, mais je suis tout seul. Je peux pas tout faire. Mais ça, c'est le pouvoir qu'on a maintenant. Tu sais, il y a 5 ans, c'est moi qui devais démarcher le monde pour faire des démos. Maintenant, c'est l'inverse. Et c'est là que tu te dis que il y a quelque chose qu'on doit faire de bien si les gens commencent à nous solliciter par rapport à l'inverse. Puis là que tu as vu les 5 dernières années évoluer, selon toi, c'est quoi le futur pour la course à pied puis les marques comme Unrunning? Qu'est-ce qui tu prévois, là, même si c'est pas exact? Ben, c'est la course à pied, c'est quand même assez fascinant comme sport, là, parce que tu te dis que la pandémie, ça a vraiment donné un boost, parce que c'était le sport le plus, je dirais, accessible. Tu sais, moi, je voyais toujours du monde courir dans le parc Jarry avec des bottes de randonnée, puis je me disais, c'est quand même cool le jour où cette personne-là va s'apercevoir qu'il fallait pas courir avec ses bottes de randonnée, qu'elle s'achète des chaussures de course. Mais c'est ça. C'est de manière exponentielle à quel point ça grossit. Puis tu sais, les courses, les directeurs de course, ils peuvent le dire, là, ça s'est jamais rempli aussi vite. C'est ça. Arikana, là, mettons en trail, il y a des courses, c'est sold out en 2 jours. Avant, tu pouvais t'inscrire à limite la veille. Oui, les tableaux disent le nombre de coureurs par rapport au nombre de courses à faire. Là, c'est rendu comme il y a beaucoup plus de coureurs que de courses disponibles. Ouais, puis c'est que ce soit la route ou le trail, tu sais. Puis le trail, ce qu'il y a, c'est que le monde voit l'évolution comme elle est vraiment exponentielle, c'est par rapport à la route, mais ça reste que la route en termes de volume, le trail pourra jamais rattraper ça, mais en termes de croissance pure, le trail, c'est débile mental. Tu sais, même au Québec, moi, quand je suis arrivé, peut-être il y avait 5 courses. Maintenant, tu regardes, là. Tout le monde veut. Puis le problème qu'il y a au Québec, c'est que on est très saisonnier, tu sais. Donc, c'est extrêmement, genre, congestionné maintenant. Entre mai et octobre, ça va devenir extrêmement congestionné en termes de courses. La route, ça reste que tu as beaucoup de courses, mais c'est beaucoup plus facile. Mais c'est ça, tu sais, les courses se remplissent super vite. Les marques, tu le vois maintenant, le monde qui est sur Instagram ou sur Facebook sont beaucoup plus touchés par des pubs, etc. Là. Le marketing, toutes les brands commencent à sont très, très fortes là-dessus. Mais puis même en termes de gamme, tu sais, toutes les
marques maintenant ont énormément de produits. Alors qu'avant, ça pouvait être genre 5-6 paires de shoes de course. Maintenant, tu vas dans une boutique, là, une marque peut avoir 15 modèles. Exact. Ouais. Puis, je suis curieux de savoir, comme tu as beaucoup plus d'expérience en trail, puis peut-être pas juste localement, tu es allé comme à l'international aussi. T'as-tu identifié un peu comme, OK, voici les choses qu'il faut faire pour faire un bel événement de course? De course, je te dirais la clé, c'est les bénévoles. Ah, Les bénévoles, c'est la chose la plus importante du monde et précieuse. Puis je dis toujours au monde, quand ils courent entre elles, vous pouvez pas sortir d'un ravitaillement sans avoir dit merci aux bénévoles. Genre, moi, je dis toujours merci aux bénévoles. Toujours. même sur route, moi, je dis toujours merci aux bénévoles. C'est les personnes les plus importantes. Absolument. Là. Puis je dis toujours au monde, si vous êtes capable de faire bénévole sur une course par an, c'est le fun. Ouais. C'est comme si tu leur rendais un peu ce que eux, ils te donnaient. Mais je te dirais, oui, les bénévoles, la sécurité, là, le flagage, là, flaguer sa course de la belle manière. Souvent, les premières courses, les premières éditions, c'est le plus dur, parce que... Mais tu sais, s'entourer des bonnes personnes, c'est des bons directeurs de course qui s'y connaissent. Au Québec, on a des super compétents qui peuvent, prendre plusieurs contrats, etc. Mais je trouve que le flagage, les bénévoles, la sécurité, parce que, au Québec, ça reste que... Il y a des courses, on est très profond dans le bois, là. Ouais. Puis souvent, t'as pas toujours des coureurs extrêmement expérimentés qui vont faire les courses. Puis c'est pas facile de genre être profond dans le bois, puis c'est ta première course de trail. Donc sécurité, pareil, je trouvais que c'est plus important. Là. Mais la plupart des courses que j'ai faites, ça a toujours été top-notch. Et je me suis jamais senti en danger au Québec ou ailleurs. Cool. Fait que le parcours, c'est moins important, non? Mais il faut que ça soit cool, le parcours, pareil. Il faut que ça soit attrayant. Là. Mais je te dirais, faut rendre ça le plus fun possible. Puis toujours au parcours, tu vas dans certaines zones géographiques, c'est peut-être un peu moins facile de faire des parcours le fun, mais faut donner du challenge au monde un petit peu, Pas forcément faire juste une course de trail extrêmement roulante. Là. Moi, je suis plus pour l'équipe, genre, mixer un peu le technique et le roulant et le dénivelé si on est capable. Puis toi qui as fait des très longues courses, t'en as fait que c'était genre aller-retour sur la même des boucles. Ou pas tant. Bromont, c'est une boucle. Moi, mes préférés, c'est un point-to-point. Ouais. Ça, c'est le plus cool. Mais j'adore, quand je regarde une carte, là, j'adore quand ça fait une grosse boucle. Genre, mettons, l'UTMB, je trouve que c'est super. Mais repasser du 2 Mont fois, Blanc. mettons, à la même place. Ça, c'est super compliqué. Ça, tu l'as déjà fait ou pas? Ouais. Bromont, je l'ai fait 3 fois. Donc, je l'ai DNF une fois, mais c'est vrai que j'ai DNF plus loin que le point de retour. Okay. Ça prend énormément de force mentale. De passer, te dire... Plus que quand c'est... Je peux m'arrêter, là. Ah oui, parce que c'est vrai. t'arrives et tu sais que tu refais le même truc. Mm-hmm. Le même truc dans ta tête, là, tu te dis « Ah ouais, mais je vais repasser là. Ah mon Dieu, là, je me souviens, il y a de la boue. Ah, non, ça, c'est dur, cette montée-là, non. » C'est pas un avantage. Non, c'est pas un avantage du tout. Donc, le meilleur, c'est un point-to-point. Mm-hmm. Ça, c'est quand même la baisse des baisses. Là. Le pire des courses, c'est genre... Je sais qu'on a la Surfer Spring en Ontario. C'est genre des boucles de 20 kilos. Oh, donc là, je vais payer un de mes chums, Yannick Vézina, qui fait un podcast aussi, c'est un 160 kilos avec c'est des boucles de 20 kilos. Donc ça, c'est horrible, tu sais. Okay. Tu passes 8 fois au même endroit. T'es genre, ah mon Dieu, je pourrais m'arrêter, tu sais. Et là, ça demande plus de force mentale, je te dirais. Okay. Mais moi, quand je regarde des courses, j'aime bien regarder le parcours, mais surtout la signification, tu sais. Genre, mettons, Madère, tu vas d'ouest en est. Donc sur la carte, c'est sublime, tu sais. Tu fais est en est, le Mont Blanc, tu fais le tour du massif du Mont Blanc. Le Tour des Géants, tu fais le tour de la vallée d'Aoste. Cape Town, en Afrique du Sud, tu longes la côte, tu reviens, tu fais le tour de Table Mountain. Donc, je trouve que c'est des parcours qui sont super attrayants. Puis, jour, nuit, qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? La nuit, là, c'est... Moi, ça me fait peur, la nuit. Pareil, genre, toi qui coaches du monde... Ouais, vas-y. Moi, ma règle, puis ça a toujours été comme ça, c'est que je dis toujours au monde, je vous mettrai jamais d'entraînement de nuit. Il dit, ouais, mais j'ai jamais couru de nuit. Ouais. Jamais d'entraînement de nuit. Parce que ça a tellement d'impact. Mettons, tu te dis, je vais courir de 22h à 4h du matin. Fine. Fais ça, t'as pété une nuit. Ouais. Le temps que tu récupères tes nuits de sommeil, ça va te péter ton prochain cycle d'entraînement. Et j'ai un truc, je fais, regarde tous les pros. Cite-moi un pro sur Strava où tu vois une activité qui commence à 22h puis qui fait toute sa nuit. Il y en a 0. Non, le sommeil est trop important. Ouais. J'ai au monde, je fais, au pire,
commence ton training à 3 heures du matin, couche-toi à 6 heures. Tu auras une belle nuit avant de le faire. Voilà. Parce que péter ton cycle, tu prends, je pense, c'est une heure par nuit que tu récupères, je pense, un truc comme ça. Donc, oui, c'est ça, exactement. Ça prend une journée, genre par heure que tu as défait. En tout cas, mais la nuit, c'est le fun. C'est le temps ralenti. Et le temps s'arrête, des fois aussi. Je trouve ça très lent. Mais c'est super, genre, tout ralenti, donc tu vas moins vite. Tu vas être beaucoup plus attentif. Mais c'est aussi un piège parce que niveau nutrition, tu peux aussi te perdre. Parce que tu es tellement concentré sur tes pas, etc., que tu peux totalement oublier, genre, ta barre, ton gène, Donc là, tu sais, tu mets une petite alarme aux 15 minutes, tac, ça sonne. OK, si tu somnoles, tu sais qu'il y a un truc à faire. Ben, j'imagine que tu peux courir de nuit, mais peut-être pas toute la nuit. Toute la nuit, non. Toute la nuit, non. Mais c'est une expérience. Moi, je dis toujours au monde, genre, ils sont toujours effrayés. Je suis genre, pour vrai, il faut le vivre. Il faut le vivre au maximum la nuit. Parce que dès que le soleil se lève, c'est incroyable comme tu as une deuxième vie qui commence. C'est comme dans Mario, là, tu poses un champignon, paf, tu repars. Et c'est pareil, l'énergie du soleil te fait réveiller au complet. Puis toi, as-tu comme les mêmes états d'âme là, dans, on va dire, toutes tes courses, là, comme on va dire, mettons l'UTMB, là, tu es sur la ligne de départ, tu sais, à quoi tu penses, là, comme tu te sens comment, tu te sens bien, tu te sens confiant, tu es prêt à partir, après ça, tu sais, comme 30 km plus loin, tu te sens comment, 60 km plus loin, puis y a-tu un point comme vers la fin, mettons, c'est un 160, t'es comme à 150, t'es comme, OK, I got this, tu sais, il reste 10 km, là. Mais c'est un peu... faut toujours arriver à la course, moi je dis toujours au monde, que ça soit route ou trail ou n'importe quoi, là, il faut que tu arrives sur la ligne de départ et que t'es la grosse chienne. Genre, faut que t'es la chienne. Faut pas que tu arrives en te disant genre... Bah, facile, j'ai déjà fait plein de 160. Là. Ça serait la plus grosse erreur de ta vie. Faut que tu aies la chienne. Parce que si tu as la chienne, ça veut dire que tu prends ça à cœur et que ton corps, il est prêt. Là. Ça brime pas ta confiance de réussite. Zéro. Okay. Genre l'UTMB, quand j'arrive maintenant, je sais ce que j'ai fait en passé. Donc j'ai quand même une expérience. Donc je sais ce que j'ai fait, mais j'arrive toujours là en me disant genre, non, ce que tu as fait avant, ça compte même pas. Oh! Ça compte pas. T'arrives là comme si t'étais un bébé. Là. Genre, t'arrives là et t'as fait tes devoirs, oui, mais l'expérience que t'as fait avant, il faut en aucun cas que ça te rende surconfiante. Okay, pas parce que j'ai fait le tort des géants que maintenant, à 160, je peux le faire. Oui, j'ai l'expérience et oui, je saurais passer les obstacles plus facilement en tant que tel parce que j'ai déjà vécu. C'est ça. Mais en aucun cas, il faut que je me dise, j'ai déjà fait 380, 160, facile. Pas du tout. Il faut toujours partir sur une course avec l'âme d'un débutant. Toujours. Parce que ça te rend plus humble et présent aussi. Là. Toujours. Super intéressant. Puis est-ce que tu fais attention aussi à pas partir trop vite, sachant, même si c'est une très longue course, est-ce que c'est encore des trucs qui s'appliquent en trail on peut partir un peu trop rapidement? Ah, tu peux. Puis tu sais, ces courses-là, c'est juste tellement long. Ouais. Que faut juste toujours te mettre en tête, genre, tu vas être là pendant 24, 30, 36 heures, tu sais. Il faut que tu te dises, hey, je peux être bien pendant 2, mais ça se peut que les 32 prochaines, là, ça soit de la dompe. Donc, il faut que tu partes toujours en te disant, genre, calme. Et moi, j'ai toujours ce mantra-là quand je cours, c'est genre, calme. Même quand je commence à m'enflammer et aller vite, je fais calme, je prends 2-3 respirations, je descends mes épaules, puis je redeviens présent. T'sais. Est-ce que tu surveilles tes fréquences cardiaques ou pas, non, pas tellement? Ça, non, je sais juste pas. Le senti. Là. Ouais, juste le senti. Tu le sens quand même quand tu surchauffes. Même en montée, des fois, tu peux monter, puis encore une fois, parce que des fois, ça commence avec des montées direct. Là. C'est facile de surchauffer là-dedans. Ah, direct. Moi, je me rappelle Madère. Tu démarres, puis c'est genre une montée de 40% sur du béton pendant... Ça, tu conseilles de marcher. Ah ouais, tu marches. Oh, ouais. Puis là, tu vois les pros courir sur des vidéos, puis tu te dis, what the fuck. Puis moi, je marchais ça, puis j'ai l'impression que mes tendons d'Achille allaient littéralement sauter des deux côtés. Oh my God. Mais ça, il faut que tu partes dans l'esprit que c'est une aventure. Tu sais, les pros, pour eux, c'est une course. Moi, j'ai toujours ça. Les pros, c'est une course. Le reste du pack, là, c'est une aventure. Là. Un 160, t'as jamais de certitude que tu vas finir. Jamais. Et n'importe quelle course, t'as pas de certitude de finir. Effectivement. Que ce soit un 20, un 30, un 50, un 200, là, t'as jamais de certitude. C'est sûr, plus t'augmentes la distance, plus t'as de l'incertitude. T'as plus des facteurs X qui rentrent en compte. Oui. Mais c'est ça, faut pas
faut jamais être trop sûr de soi Intéressant. dans les courses. Puis j'ai une dernière question par rapport au début de la Ouais. course, l'échauffement. Ouais. Est-ce que tu fais un échauffement? Combien de temps avant? Pour vrai, Non, un ultra montagneux, non. t'as 30 heures pour t'échauffer, donc genre, je m'échauffe pas. Pour vrai, le départ, correct, tu sais, le départ du TB, mettons, Ouais. faut que tu te places parce Ouais. que t'as quasiment 3000 coureurs. Uh-huh, Donc, t'arrives genre longtemps à l'avance. Et moi, j'étais arrivé 1h30 avant de partir. uh-huh. Puis t'es 1h30 à froid. Là. Genre, t'es là, puis t'attends pendant 1h30. Là. Wow. Puis, donc ça, t'as zéro le temps de t'échauffer. Mais Ok. genre, une course, je te dirais, rapide, c'est sûr qu'il faut que tu fasses des gammes un petit peu avant. Mais tu Ouais, sais, puis rapide pour toi, c'est... bah, quel- mettons, c'est mettons Canyon 100 kg, c'est un 100 kg roulant. Là. Donc, Mettons une course rapide, Ouais. 100 km, ouais. Mais tu sais, guys. genre, même, mais tu sais, un 5, un 10, un Ouais. demi, un marathon, c'est sûr que tu t'échauffes parce que si tu Ben t'échauffes oui, pas, mais c'est ça, c'est pour ça, dans pète. ma tête, on s'échauffait aussi avant un trail, Ouais. pas nécessairement, mais Ben, tu sais, il faut mettons- que tu gardes en tête de partir très lentement puis Ouais. relax. Ça, c'est l'idée de base. Tu là. sais, mettons, l'UTMB, tu sais, je courais à 8 du kilo le début. T'es genre, c'est comme si je marchais, tu sais. Donc, t'es Ben, genre, tu fais attention. Faut faire Mais, attention, là. Il y en a ouais. qui courent à cette vitesse-là, puis c'est très bien Ah aussi. oui, c'est très bien. Mais tu sais, je courais, puis c'est genre, tu sais, faut pas s'enflammer Ouais. parce que c'est tellement long là, que tu Ouais, peux pas, puis genre, moi, en t'enflammer. là. trail, 8-10 kilos, je trouve ça vite, là. Ouais, ouais, ouais. Comme, pour du trail, c'est ça, là, comme, c'est régulier, là, d'avoir du 10 minutes, 10 km de moyenne à la fin d'une Ah, course. là. easy, C'est- easy, easy. Même ça, c'est très bien. Là. On marche beaucoup. Oh, ouais. Les gens, à chaque fois, ils il y sont a les impressionnés. Je fais, non, arrêts mais aussi, tu sais, je marche 80 tous les kilomètres. arrêts sont inclus Ouais. dans ton temps Ouais. final, donc dans Ouais. ta vitesse moyenne. Puis, tu sais, comme tu dis, des fois, on s'arrête 30 minutes à un ravito, des fois plus. Fait que Ouais. faut garder ça en tête aussi. Là. Puis quand Ça- tu planifies ta course, ça, faut c'est que les tu aspects planifies incroyables. des arrêts. Ouais, tu planifies Ouais. tes arrêts, tu planifies ce que tu fais. Tu sais, moi, des fois, je fais des checklists Ouais. de qu'est-ce que mon crew doit faire, tu sais. Mhm. Puis à chaque fois, je leur dis, je fais, voilà la liste. C'est genre, priorité, c'est flash, nutrition. Quand j'arrive, tu me fais manger ça. Quand j'arrive, tu me donnes une pilule de sel. T'as plein d'affaires à faire pour être le plus préparé possible. Mais ouais, t'as toujours, ouais. OK. C'est toujours très, très cool à faire. Mais t'es coureur aussi, mais tu crées quand même du contenu. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses là, à ça, là, ou il y a quelqu'un qui s'occupe de Non, je ça fais pour toi? Moi, le monde à chaque fois. Déjà, c'est très rare que je fasse du contenu facecam. Là, genre, pour vrai, j'haïs ça. Là. Mais tu sais, le monde à chaque fois, ils me disent, ah, bah oui, mais toi, t'es un influenceur. Je suis non, je suis pas un influenceur. Là. Genre, c'est juste que je travaille dans la communauté puis que le monde me suive parce que je fais des petits trucs, mais tu sais, je me considère pas comme un créateur de contenu, tu sais. Mais ça reste que des fois, tu sais, j'aime bien poster des trucs, genre des petits tips de, tu sais, comment je m'entraîne, Ouais. qu'est-ce que je fais pour récupérer, etc., tu sais. Mais je fais jamais, genre, te faire une grosse vidéo de genre, voilà ma nutrition sportive. Mais ça reste que, tu sais, j'adore répondre aux questions du monde. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui m'envoie des questions sur le trail, etc., puis je vais toujours répondre. Tu sais, je vais jamais, genre, laisser un message en vue, là. Mais tu sais, j'essaie de donner mes tips quand je peux. Ça, Ouais. c'est super gentil. Fait que pour nos auditeurs qui veulent te suivre sur Instagram, Je vais toujours répondre. qui ont des questions peut-être très pointues sur le trail, avec ton expérience, moi, je te les poserais. Ben là, je te les ai posées aujourd'hui, mais ouais, clairement, merci beaucoup pour cette générosité-là. Est-ce que toi, tu avais d'autres questions, Raoul? Parce que honnêtement, on a quand même fait le tour de beaucoup d'aspects. C'était franchement intéressant, Nicolas. Merci beaucoup. Très gentil. Oui, moi j'ai des questions. Au fait, c'est pas mes questions à moi, là, c'est des questions du public. OK, wow, OK. Questions du public. On aime Puis ça. je les ai pas lues. OK, Fait que ça, c'est encore meilleur. on va les découvrir. OK. OK? Très spontané. Peut-être qu'on en a déjà jasé là, de Ouais. ce sujet-là. OK, j'en ai vu un. Après avoir fait l'UTMB, quelle course te fait encore rêver? Oh, oui, ça, c'est une très bonne question. Là. Tu sais que j'avais une liste que j'ai faite il y a très longtemps. En 2015. Mais, ouais. Donc là, il m'en reste 3 que j'aimerais faire. Ouais. Donc il y a la Lavaredo. Lavaredo, c'est une course en Italie au mois de juin. C'est dans les Dolomites. Absolument sublime. Encore une fois, c'est plus paysage qu'autre chose. Après, à Western States. Donc ça, à Western States, je suis allé en pacer pour un de mes super bons chums, Yann. Donc ça, tu sais, je l'ai déjà vécu, je sais c'est quoi. Mais j'aimerais vraiment faire ça. Parce que c'est iconique comme course. Puis après, c'est une course en Nouvelle-Zélande qui a un nom qui est quand même dur à dire. Ça s'appelle la Tarawera. OK. Puis ça, c'est une course en Nouvelle-Zélande. C'est un 100 kilos. C'est quand même roulant.
mais c'est juste que c'est à Nouvelle-Zélande. Donc, si j'y vais, c'est genre un projet de vacances allié avec la course. Donc, c'est vrai, c'est 3 courses. Donc, je suis quand même chanceux d'avoir eu la chance dans ma vie d'en faire plein qui étaient sur ma liste, puis que j'étais capable de faire. Ça, c'est quand même cool. Il en reste 3. Il en reste 3. Après ça, je prends ma retraite. C'est parce qu'il y en a qu'on a déjà jasé, là, c'est pour ça. Là. On a tellement bien expliqué, là. Qu'est-ce que les gens sous-estiment le plus dans le trail? Qu'est-ce que ça prend? Je trouve que c'est ça. Les gens se rendent pas compte de l'investissement de temps que ça prend. Tu sais, tout le monde voit ça comme... Tu sais, on en parlait tout à l'heure du doublage de trucs, là. Genre, tu fais un demi, tu peux faire un demi-trail. Souvent, ce que je dis au monde, c'est, mettons, un demi-trail ou une plus grosse distance après. Mettons, un demi, ça peut prendre 5 heures d'entraînement, 5 heures de course à faire. Selon le profil de ta course. Un truc très technique, tu peux prendre 5 heures à le faire. Tu vois, mais c'est vrai que tes sorties longues, ça va être du 3 heures, du 4 heures, tu sais. Alors que le monde s'attend à genre courir une 2 heures, 2 heures et demie. Je fais non, ça prend plus de temps. Puis peut-être que tu vas avoir un entraînement de plus par semaine par rapport à ce que tu faisais. Donc des fois, le monde, il sous-estime, tu sais. Bon, des fois, j'ai des gens, à chaque fois que je fais du coaching, je fais toujours un appel d'introduction. Ouais. Puis tu sais, des fois, il y en a qui me disent, ah bah oui, je voudrais faire genre un 80 kilos, mais je peux m'entraîner que 3 fois dans la semaine. Puis je suis genre, pour être full honnête avec toi, ça va être extrêmement compliqué. Je fais, tu pourras peut-être le finir, mais ça se peut que tu cours pas l'année d'après, parce que tu vas te brûler, tu vas te blesser, etc. Donc des fois, le monde, il sous-estime ce que ça prend. Parce que le temps dans la semaine. Le temps, tu sais, les gens voient sur les réseaux sociaux des gens qui courent, des gens qui font des 60, des 80, des 40, etc. Mais je fais, ouais, mais tu vois pas le behind the scenes, tu sais, combien d'entraînements ça prend par semaine, l'investissement de temps, l'investissement de famille, tu sais, les compromis que t'as à faire. Où est-ce que tu habites aussi? Parce qu'il y en a qui ils sortent de chez eux puis ils ont des montagnes juste en arrière, mais si tu habites en ville puis tu as besoin de te déplacer en plus, fait que là, tu as peut-être 1 heure, 1 heure et demie de voiture à aller, une autre heure et demie revenir, plus toute ta sortie. Bref, je peux voir que ça... Tu sais, investissement, tu sais, tu travailles temps plein, tu sais, ce truc-là, pendant peut-être 2-3 mois de ta vie, ben, ta vie sociale, elle va peut-être en prendre un coup. Il y a plein d'affaires à mettre dans la balance à chaque fois, mais je pense que le monde, ça sous-estime l'investissement de temps que ça prend pour s'entraîner. Ouais, intéressant. Ouais. Puis je suis curieux de savoir, au fait, tu sais, ton après-course, tu le vis comment? Comme ta récupération? Y a-tu des choses que tu fais là, spécifiquement? Tantôt, tu as dit, ben, j'ai pas couru pendant plusieurs mois, là. Mais y a-tu des choses, je sais pas, là, que tu recommandes là, après une course, là? Mais en général, moi, la règle, ce que je fais, c'est qu'au monde, je dis, tu prends 1 jour de repos par dizaine. Mm-hmm. De total. Ouais, total de sport. Tu peux faire un peu de bike si tu veux parce que ça n'a pas d'impact, mais juste mouliner. Rien de plus. Marcher. Tu sais, un demi, 2 jours off, marathon, 4 jours off, etc. Donc souvent ça, tu sais, hydratation, manger des aliments genre complets, tu sais, pas de junk food. C'est vrai que la junk food, c'est quand même cool après une course, là, genre. Mais pas genre une semaine de junk food. Enlève pas ça aux gens. Là, mais pas une semaine de junk food, mettons. Je comprends. Mais ça reste que c'est essayer de manger genre ultra sainement quand même, les journées d'après, t'hydrater au maximum, etc. Massage. Moi, je suis un grand adepte des jambes qui gonflent, là, les Normantec. Là, j'adore ça. Je passe mes journées là-dedans quand je me prépare aussi. Là. Mais ça, tu sais... Qu'est-ce que ça fait, ça, comme effet? Ben, ça accélère la circulation, genre. Donc, ça accélère la récupération aussi en tant que telle. Moi, c'est peut-être un effet placebo aussi des fois, là, mais tu sais, quand je le fais, je sens que mes jambes sont plus fraîches. Donc, des fois, je le fais... Après les longues sorties, les week-end shocks, c'est dès que je finis une sortie de plusieurs heures, je rentre chez moi, je me fais mon plat de récup, mon shake de protéines, je me mets dans les jambes, puis quand je finis ça, je me sens mieux, mettons. Mais nutrition, ça prend une énorme place. Le monde sous-estime un peu l'aspect nutritif, mais il faut vraiment avoir une super bonne hydratation, alimentation post-course. Ultra, ultra important si tu veux récupérer puis être bien après, tu sais. Yes. Puis surtout pas recourir. Souvent, les gens, ils recourent trop vite. Ouais. Exact. Ah, je me sens bien. Oui, mais c'est pas parce que tu te sens bien qu'il faut le faire, tu sais. Parce que musculairement, profondément, genre, c'est encore extrêmement abîmé. C'est énormément de dommages, là. Ouais. C'est ça, c'est vraiment des ultras, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est ça, physiquement, tu t'as détérioré comme de moments spontanés tout ton état physique, physiologique aussi. Fait que oui, ça prend vraiment beaucoup de temps.
T'as tout le corps qui est genre en suralerte. Ouais, t'es en inflammation totale, c'est ça, t'as détruit beaucoup de choses, fait qu'il faut donner la chance. Un demi, des fois, les mondes, ils recourent genre le lendemain, la journée d'après, genre... Attendons un petit peu. Prends du repos, tu sais, parce que t'as, mettons, même la charge mentale, tu sais. Ouais. Tu t'es tellement mis dans un cadre d'entraînement pendant genre 2 mois que l'après-course, c'est fait pour décompresser, penser à autre chose, fais des activités que tu n'avais pas le temps de faire, tu sais. Ouais. Fais de la couture, j'en sais rien. Des casse-têtes. Des casse-têtes. Casse-têtes, c'est bon, ça. J'aimerais revenir au fait sur une expérience qu'on a eue. C'était pas une expérience en course à pied, là, mais c'était un peu comme dans le cadre d'un événement de course à pied là, l'an dernier. Là. Dans le cadre du marathon bénévole de Montréal, il y a eu vous avez fait une soirée. Il y avait une soirée oui. Nous, on a été invités là, à cette soirée-là. Puis c'était super le fun. Comme on n'a pas couru. Puis c'était un repas. Puis je sais pas, moi, la tasse qu'elle nous avait donnée, je bois dans cette tasse à chaque jour. Là. C'est excellent. Ça, c'est la blonde de Max qui a un studio de poterie à Montréal qui a fait les tasses. Ouais. Mais moi, je trouve ça bien des soirées comme ça pour réunir des gens comme hors de leurs activités pour comme justement discuter puis se connaître. Là. Puis finalement, être assis de quelqu'un que tu connais pas cette personne-là puis tu apprends à découvrir. Puis après ça, tu dis ah ouais, c'était cette personne-là, cette personne-là. Fait que je sais pas si tu peux nous parler comme un peu de en termes d'activité. Tantôt, on a parlé du squat race, mais on va dire en 2026, ça peut ressembler à quoi, comme on dit le calendrier là, que tu peux jaser. Ouais, mais là, ça a été annoncé, donc je peux le dire là, mais tu sais, on est sponsor officiel chaussures du marathon et du demi-marathon de Montréal. Donc là, c'est le demi-marathon qui se passe ici en avril. Merci. En avril, puis aussi en septembre, octobre maintenant. Donc on est partenaire pour ça. T'sais. Donc on va être pareil, on va être présent sur la course en temps de station d'encouragement, même le mile, c'est le mile par on. Donc là en avril et aussi en octobre. Très cool. Puis ça, tu sais, moi je voulais vraiment être acteur à Montréal. Tu sais, on était beaucoup acteurs genre ailleurs qu'à Montréal. Puis la route, c'est quand même des engagements, ça prend beaucoup de budget aussi en tant que tel. Tu sais, on est quand même une marque jeune, 2010, super jeune. Mais tu sais, moi, ça me faisait à cœur d'être à Montréal. Parce que je trouve que c'est là que moi, je suis arrivé, j'ai commencé à courir, puis c'est là que j'ai construit un peu ma communauté puis ma famille, j'appelle ça. Donc, on voulait vraiment être à Montréal. Donc, on fait ça, ce qui va déjà prendre beaucoup de temps. Donc, ça, on va faire des activités, on va faire station encouragement sur les 2 courses. Puis, tu sais, le souper, quand on l'a fait, c'est quand même une idée qu'on a eue pour, tu sais, les leaders de course à pied à Montréal, il y en a beaucoup quand même. Mais on voulait les réunir parce qu'on se dit, ils se croisent jamais, tu sais. Quand ils se croisent dans un club de course, ils vont jaser 1 minute ou 2. On va tous les ramener au même endroit. Et on va juste les laisser jaser. En gros, il y a eu un discours, c'est Max au début qui a dit « Hey, je suis Max, bienvenue, nanana ». Puis après ça, on vous a juste laissé jaser ensemble. On a fait exprès de... C'était moi le chef des chaises, là, pour mettre un peu du monde à part, pas qu'ils se mettent ensemble. Mais ça, on va faire des trucs comme ça encore. C'est des choses qui nous tiennent à cœur, de connecter les gens. Après, on va être partenaire genre de course, encore une fois, qui nous tiennent à cœur, genre la IPA Fun Run. C'est une course de trail qui se passe à l'Anaudière. Cool. C'est excellent. Le droit d'entrée, c'est 2 bières que tu mets dans une piscine. Incroyable. Puis après, c'est le défi des couleurs qui est les championnats canadiens de trail. OK. Ça, c'est au mois d'octobre, pareil. C'est le même week-end que le marathon de Montréal. Donc là, on va avoir 2 équipes qui vont être scindées au Québec. Donc, ça va être incroyable. Mais je te dirais que c'est ça, on va encore faire pas mal de trucs locaux avec des boutiques. Sur Locomotion, on fait toujours 2-3 événements avec eux par an. En avril, on en fait un. La course sur tapis, t'étais là, toi, la course de tapis? Non? Tu viens sûrement cette année, tu sais. On a fait une course au tapis. Les gens devaient faire la plus longue distance sur les tapis autotractés, ce qui est très, très dur à faire, en 3 minutes. Donc ça, c'est un concept que j'ai amené, puis je me suis dit, ce serait le fun de le faire. Puis on a eu 100 personnes qui sont venues, plein de spectateurs. Il y avait un DJ, c'était le party. C'est quoi la plus grande distance? C'était, que je dis pas de bêtises, je pense que c'était 600 ou 700 mètres. Parce que c'est quand même dur sur ce tapis-là, tu sais. Oui. C'est quand même rough. Hein. Ça dépend. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Si les gens vite. sont proches de 800, c'est bon. Les gens partaient vite. Et la dernière minute, c'était Drive to Survive. Genre, tu voyais tout ce qui était genre, oh mon Dieu, je vais mourir. Ouais. C'était assez drôle. Donc ça, on va le refaire, tu sais. Puis ça, c'était un essai, puis on a vraiment aimé ça. Puis le concept était cool.
Puis ça, il y a même des collègues aux États-Unis qui vont le faire maintenant. Puis ils ont vu ça, ils vont dire, hey, ça a l'air d'être vraiment cool. Je sais, pour vrai, gars, ça vous prend rien. Ça vous prend genre un bon partner au gym, ramener de la bouffe, un DJ. Je fais, ça prend absolument rien à organiser, mais ça reste que pareil, tu sais, on était là, on avait juste des choses à essayer. C'est une puis that's it, là. expérience. Les gens vont s'en souvenir, ils vont en parler. Ouais. Excellent. Et c'est ça qu'on fait. Ouais. Puis, On, je suis curieux, est-ce que vous êtes dans d'autres sphères d'entraînement autres que comme la course à pied, là? Ouais, donc on a l'aspect tennis, parce que, mine de rien, un de nos investisseurs, c'est Roger Federer. Donc Roger, tu sais, quand il arrive à la compagnie, juste Roger. Puis ça, c'est l'aspect tennis, c'est là. Tu sais, on a une gamme de tennis, on a une gamme de chaussures qu'on appelle sport de raquette aussi. Mais entraînement, on a des chaussures maintenant. Tu sais, on a des chaussures d'entraînement genre pour faire tout type de workout. Hit workout, tu peux lever de la fonte avec, etc. Puis je peux vous le dire là, mais il y aura sûrement une chaussure d'Aerox aussi dans le futur. Donc c'est quand même très, très cool. Mais ça, on a ces sphères-là. Donc, les prochains sports, j'en sais absolument rien. Mais ça se peut que ça se diversifie dans le futur. Mais tennis, entraînement, course à pied, c'est déjà pas mal. Chouette. Ouais. En tout cas, mais moi, je redis encore une fois, merci beaucoup. Ben, c'est très plaisir. Merci à vous. Vraiment, comme je disais, des sujets vraiment variés. Moi, j'ai appris des choses. Ça, j'adore. Quand j'apprends des choses pendant les podcasts, ça arrive souvent, mais c'est génial. Fait encore une fois, un gros merci pour ton temps et d'avoir partagé avec nous. Au plaisir. Merci beaucoup, Nico. Merci, Joël, aussi. Puis merci à vous. Merci les auditeurs. Bye. Bye.